Engel. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring, le podcast. Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes en featuring avec l'homme que l'on nomme Pete Bacardi. Yes. Pete, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Ouais. Depuis le temps qu'on devait la faire, celle-là. Bon. Il est jamais trop tard pour faire les bonnes choses. Exactement. Il est même toujours assez tôt. Bon. On va revenir sur tout ton parcours. D'accord. Bien préciser aux gens que tu continues, tu fais beaucoup de choses encore, mais Bien on sûr. va y venir parce qu'on va essayer de faire une espèce de chronologie. D'accord. Et ici, on commence par le commencement. Et le commencement, ici spécialement, c'est le moment où tu rencontres la musique. D'accord. Voilà. À quel moment, et je parle bien sûr du rap, du hip-hop, de ces disciplines, par quoi tu rentres? En fait, moi, je rentre par la danse. Ok. La danse, à l'époque, au Cameroun, je dansais beaucoup. Ok, donc tu vis au Cameroun quand tu découvres le hip-hop. Quand je découvre le hip-hop, je suis au Cameroun encore. Ok. Je découvre par le biais de mon grand frère, Mhm. qui, en fait, lui, à l'époque, au Cameroun, est dans une école française. Ok. Et ce qui fait que, par l'intermédiaire de ses camarades de classe, Mhm. on a accès à toutes les vidéos. À l'époque, on avait des magnétoscopes, donc on avait Ouais. accès aux cassettes de MTV, UMTV Rap, etc., etc., Ok. Planet Rap. Non, pas Planet Rap, truc de Olivier Rapline. Cachin, Rapline, Mhm. excuse-moi. Mhm. Et donc, voilà, hein, je capte rien de l'anglais, mais je sens qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui qui fait vibrer. Mhm. Et à l'école, il y a une grande sœur en fait qui fait des cours de danse et Ouais. où je m'inscris de la danse hip-hop. Ok. Et c'est comme ça que je commence en fait. Ok. Donc là, tu danses, Ouais, t'écoutes Ouais. ce que tu reçois, ouais. c'est-à-dire que ce soit en cassette, que ce soit en cassette vidéo. À quel moment tu bascules de danseur à rappeur? Quand j'arrive à Paris, je rencontre des Camerounais Ok. qui ont un groupe qui s'appelle Clan VAV. Ouais, je me rappelle très bien de ça. Voilà, exactement, tu Ouais. vois, qui s'appelle Clan VAV. Et donc il y a déjà des sorties d'artistes, hein. T'as Little MC qui a sorti des projets, il y a Mhm. pas mal de choses, il y a MC Solar qui Ouais. commence à sortir des trucs, Mhm. t'as IAM, IAM, tu vois, NTM. NTM, tout ça. Moi, j'étais plus Little MC, IAM. Ok, ouais. Et donc voilà, je suis toujours dans la mouvance, parce qu'en fait, c'est pas à toi que je vais apprendre que le hip-hop, c'est un mouvement qui a fédéré, qui a sensibilisé pas mal de jeunes à travers le monde, tu vois. Et Ouais. donc quand je sais qu'ils sont camerounais et j'entends leurs trucs, donc je commence à traîner avec eux. Ok, Et voilà, je commence petit à petit. ok, Et je me rappelle, le premier texte que j'avais écrit, c'était un texte sur une meuf, ok. genre une déclaration de love et tout. Et j'écris ça, je fais écouter aux gars, ils sont agréablement surpris parce que à part LL Cool J aux États-Unis, il y a pas beaucoup Personne faisait ça. Ouais, C'était personne faisait presque ça. interdit, même. Exactement, tu vois. Mais voilà, c'est pas sérieux, c'est pour Ouais. le fun. Eux-mêmes, ils sont en mode, on se débrouille, on fait les scènes à gauche, à droite. Mais si je me rappelle bien du Clan VAV, ils avaient un côté très afrocentrique. du Très, truc. très affossant. Donc quand toi t'as avec ta chanson sur une fille comme ça, comment elle agit? Mais justement, ils sont surpris parce que c'est en total décalage avec ce que eux font. Ouais. Mais ça reste de la musique, donc il y a une sensibilité. Tu Ok. vois, donc ils sont sensibles au truc et ils se disent ah ouais, c'est un axe que nous on n'avait pas envisagé, mais c'est intéressant. Ok. Après VAV, je rencontre les gars d'ATK. Ok. Ok, cyanure, test, etc. Mais avant que tu me racontes ATK, Ouais. t'arrives en France à quel âge? J'arrive, la première fois que je vais en France, c'est en 82. Mhm. Je retourne au Cameroun en 86.
Ah ouais, quand même, tu restes quand même un bon bout de temps. Ouais, voilà, je tourne au Cameroun en 86, et c'est en 86, 87 que je rentre dans le truc, et je reviens en 90. Ok, donc là, on est dans les années 90. On est dans les années 90. Clan VAV, ensuite tu rencontres ATK. Exactement. Donc raconte-moi ATK. Ouais, donc je rencontre ATK. Et t'es à Paris? Ouais, je suis à Paris, ouais. 75. Ouais, 75. Ouais, je suis parce que mon daron, en fait, on rejoint mon père, et mon daron, il vivait dans le 12e. Ok. Et avec tout la rencontre avec ATK exactement, est plus facile, c'est pour ça que je plus facile parce que c'est des Parisiens. C'est des Parisiens. Je me rappelle même plus du nom du collège dans lequel j'étais. C'était lycée Paul Valéry. Voilà. Ok. Collège Paul Valéry parce que j'étais pas encore au lycée. C'est mon grand frère qui était au lycée. Et donc voilà, pareil. Il y a des membres de l'ATK dans l'école. Ouais, il y a des membres de l'ATK dans l'école. Et on traîne souvent vers Port de Vincennes. Ok. Et c'est comme ça qu'on commence à tu vois, il y avait aussi Caisse d'eau, paix à son âme. Ouais. Tu vois, et on avait un des gars du groupe Axis. Ouais. Qui avait la possibilité de nous mettre à disposition un studio de la scène, parce que son père était producteur. Ok. Et il bossait souvent là-bas, donc on est parti là-bas, on a enregistré un premier maxi. C'est un bon studio en plus. Très très bon studio. Très bon studio. Vous commencez dans... Ouais, on commence dans un truc, mais en fait on mesure pas, parce que tu vois, c'est la première fois que tu vas, en fait tu penses que tous les studios sont comme ça. Ouais. Et voilà, on sort des trucs, mais pareil, c'est toujours très très archaïque, c'est pas... C'est rien de professionnel. En tout cas, dans nos intentions, il y a pas une projection en mode on va faire une carrière et autres. C'est vraiment le fun, on kiffe. Le nom du truc, c'est à vous que tu kiffes, ATK. Donc c'est vraiment le kiff. Quand on a une scène, je crois, à Riquet, il y avait un festival dans le 19e. On est parti, c'était ouf. Donc on touchait pas d'argent, mais tu vois, c'était le plaisir. C'était le plaisir. Ouais. En plus, ATK, c'était vraiment une clique. Il y avait énormément d'artistes dedans. Il y avait énormément d'artistes. On sentait pas un groupe, 3 personnes, on va faire un album. C'était une clique de gens. Mais je sais pas si tu te rappelles le complot des Bas-Fonds. Bien sûr, je me rappelle. C'était une inspiration aussi. Ok. Ouais, c'était une inspiration. Ici, toute la clique qu'il y avait autour de Fab, tout ça. Exactement. Ok. Ouais. Ok, très bien. Comment ça se passe ensuite avec ATK? Comment vous avancez? Je veux pas dire qu'on avance vraiment, parce que y a pas de réelle perspective. Il y a pas de réelle perspective, donc on est là, quoi. On fait des freestyles, on fait des trucs, mais on fait du sur place, en fait. Ok. Tu vois. Et toi, tu prends la musique au sérieux à ce moment-là ou pas? Non, je prends la musique au sérieux quand, par le biais du petit frère de Hill, Étienne, j'intègre Time Bomb, parce qu'en fait Time Bomb en 96 sort une compile. Ouais. Time Bomb All Star. Ouais. Et il y a le fameux J'attaque du mic de X-Men, avec un morceau de Lioness, etc. Et en écoutant J'attaque du mic, il y a un truc dans la vibe des X-Men qui est différente. Ouais, je confirme. Il y a un truc qui est différent de fou. Quand ils arrivent, tout est nouveau. C'est différent, c'est chantonné, mi-rappé, mi-chantonné. Et les images, elles sont ouf. Ouais, je veux en être, en fait. Je veux rencontrer Hill. Ok. Je veux rencontrer Cassidy, je veux rencontrer Ify. Et il s'avère que quand j'étais plus jeune, je faisais ce que je faisais en parallèle, et par l'intermédiaire de différentes personnes, j'ai rencontré Étienne, etc. Ok, Étienne, donc le frère de Hill. Hill, parce qu'il traînait avec Kamal Kassim, qui faisait partie des Ghetto Diplomates avec Celsius. Jedi à l'époque. Ouais. Voilà. Et moi, je suis très, très, très... Celsius, c'est un de mes meilleurs amis, en fait. Ok. Qu'on appelle dans la vraie vie Cédric. Ok. Et donc, voilà, c'est comme ça que je réussis à me retrouver chez Hill. Ok. Et donc, je freestyle. Ouais. C'est une sorte d'audition, tu vois. Ouais. Donc, il y a justement Kassim, Kamal, Celsius et moi. Donc, il y a une sorte d'audition. Et il dit, ouais, c'est chaud. C'est chaud, vas-y. Il appelle Mars, Ricky et Sec. Et il dit, ouais, il y a des jeunes là qui sont bons, il faut qu'ils intègrent le collectif. Vas-y. Là, tu viens de dire des jeunes. Ça veut dire que, au moment où toi t'auditionnes, entre guillemets, Jedi aussi. Oui, Jedi aussi, ouais. Donc, il parle de toi et Jedi à ce moment-là. Il parle de moi et Jedi. Ok. Ouais, tu vois. Et c'est à l'aube de l'enregistrement du morceau Time Bomb Explose. C'est pas vrai. Si.
C'est à, je crois, 2 semaines. Ok. Et donc, le morceau de Time Bomb Explode est déjà structuré. C'est-à-dire, t'as Zico, t'as Diable Rouge, X-Men et t'as Lunatic. Ouais, stop, c'est tout. C'est fini normalement. C'est fini. Ouais. Et donc, quand il appelle les gars, donc, devant les gars aussi, je freestyle pareil, les mecs ils disent ok, chaud. Ok. Et donc ils nous trouvent à 8 mesures à 3, parce qu'il y a Kamal, Kassim et moi. Ah ouais. Donc on se partage 8 ou 12 mesures à 3. Ouais, très efficace, hein. Très efficace, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est la première fois que je suis sur un truc, un disque qui en tout cas qui aura un impact. Ouais. Tu vois. Et donc Time Bomb Explode sort. Ok. Et donc j'intègre officiellement Time Bomb. Ok. Et dans Time Bomb, donc t'as Lunatic, X-Men, Oxmo, non, Oxmo à ce moment-là, il était pas encore là. Donc tu rentres dans Time Bomb avant Oxmo Puccino. Je rentre dans Time Bomb avant Oxmo Puccino. Ok. Ouais. Ensuite, je me lie d'amitié avec Booba. Ouais. Et on traîne beaucoup ensemble. Quand Oxmo intègre le collectif, on crée dans le collectif Time Bomb un groupe qui s'appelle le Bridge. Ouais. Donc c'est Lunatic, Oxmo et moi. Ok. Mais on n'a malheureusement pas la possibilité de faire grand-chose parce que derrière, il y a beaucoup de déboires, il y a les séparations dans Time Bomb, etc. Donc, on va en parler après. Ouais. Mais ok. Donc toi, tu rentres dans Time Bomb comme ça. Ouais. Moi, quand j'entends parler de toi, on me dit Pete Bacardi, c'est un mec... T'étais même pas Bacardi encore, je crois. T'étais juste Pete. Ouais. On me dit c'est un mec du 19e de Place des Fêtes. Ouais. À quel moment tu déménages, en fait? Tu m'as dit que t'étais dans le 12e au début. Ouais, en fait. À quel moment? Et justement, quand Oxmo rentre, vu que lui, il est 19e et Danube, est-ce que vous vous connaissez déjà? Non, en fait, c'est quand j'arrive, donc je suis chez mon père. Ouais. Après, il y a les galères de la vie, expulsion, etc. Je me retrouve dans des centres d'accueil, là. Comment on les appelle encore? Quand tu vas voir les assistantes sociales, les maisons de jeunes, là. Ouais. Je me retrouve dans... Les foyers? Les foyers, voilà, c'est le terme que je cherchais. Je me trouve dans les foyers, à gauche, à droite, etc. Et je sors avec une meuf qui, en fait, habite à Place. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et c'est comme ça, en fait, que l'histoire... Que tu deviens... Ouais, que je deviens un Place des Fêtes. Exactement. Ok. Tu vois, je rencontre tous mes gars, Bakary, Tarek, Siabou, Willy, et je traîne avec le frère d'Oxmo. Ok. Daouda. Ok. Qui, lui, est de Danube aussi, mais il traîne à Place des Fêtes. Place des Fêtes, ok. Donc, Abdoulaye, de son vrai prénom, je le connais pas, juste de nom, mais on se côtoie pas, quoi. Ok. Donc, ouais, c'est comme ça que les choses sont faites. Parce qu'ensuite, quand Oxmo rentre dans Time Bomb, vous devenez un sorte de binôme. Ouais. Vous êtes souvent ensemble. Et c'est lui qui me surnomme Bacardi. Ah. Ouais, parce d'où, quoi, comment? Parce qu'il dit que quand je rappe, mon rap, il est savoureux. Ok. Et comme il était déjà dans son délire cigare... Le club des millionnaires. Le club des millionnaires. Donc il dit, ouais, toi là, quand tu rappes, c'est comme quand on boit du Bacardi, c'est savoureux et tout ça. Ok. Il me dit, ouais, tu devrais t'appeler... Pete Bacardi. Tu devrais rajouter Bacardi à Pete. Ok. Et je dis, ouais, ça sonne bien, donc vas-y. Il a une bonne idée. Ouais. Très bien. Et comment vous vous rapprochez, en fait? D'où ça sort? Avec qui? Avec Oxmo, ouais. Comment on se rapproche? Je pense que ce sont des choses naturelles. Hein. Il n'y a pas vraiment, après, l'appartenance du 19e, je pense qu'elle joue aussi dessus. Le fait que je sois ami avec son petit frère, tu vois, ça joue aussi dessus. Et voilà, quoi, c'était une Kaira un peu comme moi, tu vois ce que je veux dire? Et surtout, il était smart, quoi. Ouais. Avec du recul, c'est celui qui avait le plus de maturité dans le collectif. Ok, très bien. Time Bomb, c'est légendaire dans le rap français. Je vais pas faire tout un truc sur Time Bomb. J'aurais besoin que les boss du label soient là et tout, voilà. Mais au final, aujourd'hui, en prenant du recul, Time Bomb a sorti très peu de choses. Ouais. Ils sont rentrés dans la légende avec très peu de matériel, en vérité. Ouais. Est-ce que t'as pas un regret par rapport à ça de pas avoir laissé une trace estampillée Time Bomb plus que des freestyles à la radio ou des featuring ou tout ça? Non, j'ai pas de regret. Déjà parce que moi, j'aborde la vie d'une certaine manière. Je me dis que les choses, elles devaient se passer comme ça.
C'est comme, tu vois, parfois quand on parle de Biggie et Tupac, les gens ils disent, et s'ils étaient encore en vie, est-ce qu'ils seraient. Ouais. La manière dont ils sont partis, c'est tragique, mais ce qui reste, c'est légendaire. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Et je pars du principe que si ça se passe comme ça et que la légende Time Bomb reste juste avec des freestyles, c'est que ça devait se passer comme ça. Ouais. Je suis pas sûr que si on avait sorti des projets, ça allait faire le même effet. J'en sais rien. Personne ne le sait, tu vois. Jamais. Mais l'énergie qu'il y avait à ce moment-là, quand on faisait ces freestyles, où on était décorrélé de toute logique business, a donné naissance à ce qui est légendaire encore aujourd'hui. Ouais. Parce que les problématiques émanent de l'avenue du business dans tout ce système. Ouais. Entre incompréhension, suspicion de trahison. Justement, parlons-en. Ouais. Au final, tu vas pas rester longtemps chez Time Bomb. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y a une séparation qui va se faire. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu sais pourquoi et comment? Pourquoi on s'est séparés? Ouais. Ouais, bien sûr. Déjà, on s'est séparés parce qu'on était jeunes. Ok. Deuxième chose, c'est qu'on s'est séparés parce qu'on a reçu des contrats de Time Bomb où certains membres disaient qu'il y avait de la banane dedans, qu'on se faisait escroquer. Mais sans vraiment pertinence, parce que c'est pas une lecture professionnelle du contrat. Il n'y a pas un avocat qui a lu ce contrat pour vous. Il n'y a pas un avocat. Ouais. Et c'est souvent comme ça, même aujourd'hui ça existe. C'est-à-dire que t'as un mec dans ton entourage qui prétend connaître, alors que c'est plus complexe que ça. Ensuite, il y avait des problèmes entre personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait des problèmes entre personnes. Ouais. C'est pour ça que je te dis que je ne suis pas sûr que si on avait sorti des projets, ce serait rentré dans la légende. Et il y a aussi l'incarcération de Booba, qui était une pierre angulaire du collectif, qui crée un déséquilibre monstre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? On perd, tu vois, quand même quelque chose d'important. Donc, c'est la dynamique d'ensemble qui fait que ça marche. Une fois qu'il y a un déséquilibre, tout bascule. Ouais. Et une fois que le business, qu'on nous propose les premiers contrats et que nous, on était les rookies. Et, les X-Men et tout ça, ils étaient devant. Mais quand ils viennent, ils te disent, on se fait bananer. Tu les écoutes, en vrai. Tu les écoutes. Ouais. Moi, j'ai pas écouté. Ah, ok. J'ai pas écouté parce que j'avais une relation petit frère à grand frère avec Mars. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu veux, j'entendais. Ouais. Mais non, mon grand frère, il peut pas me bananer, en fait. Et du coup, ça veut dire qu'au moment où les X-Men, ils se disent on n'est pas d'accord avec ce contrat, nous, on se barre, toi, tu restes, alors? Moi, je reste. Oxmo, il reste. Ok. Et justement, ça fait je suis en embrouille avec Celsius. Ok, par rapport à ça. Par rapport à Kamal Kassim, qui sont mes... Et eux, ils sont partis. Ils sont partis. Ok. Tu vois. Moi, je suis resté... Et quand tu restes, c'est là que vous faites Opéra Puccino, en fait. Exactement. Ok. Exactement. Ok. Tu vois, donc, moi, je reste. J'ai cultivé une relation, on va dire, fraternelle avec Mars. Ouais. Et Ricky aussi, son frère. Et donc, voilà, quoi, je reste. Et Oxmo, ici, n'a de label. Voilà. Et justement, quand je te dis que c'est le plus mature, lui, quand on lui propose son contrat, il a la logique qu'il faut avoir. C'est qu'il y a un baveux. Si mes souvenirs sont bons, hein, parce que tu sais, ça remonte à... Ouais. Si mes souvenirs sont bons, il a un conseil qui négocie pour lui le deal. Donc, quand bien même il y aurait une banane, comme on dit, l'avocat, il recadre les choses et ça devient une négociation. Ouais, tu vois. Bien sûr. Mais quand Oxmo, justement, se retrouve à signer chez deux labels, via Time Bomb, il travaille toujours avec l'équipe Time Bomb, toi, tu te dis pas dans ta tête, je suis le prochain, faut que je reste tranquille, c'est ce que je me dis. Ok. Mais je suis frustré. Pourquoi? Je suis frustré parce que tout est fait sur Oxmo. Ok. Et tu trouves que ça met trop de temps à venir sur toi? Ouais, je trouve que ça met du temps et je trouve que par rapport à c'est vraiment des, comment t'expliquer? C'est vraiment de la manière dont les choses, tu les vis. Ouais. Moi, je vis le fait de rester avec Time Bomb comme de la loyauté envers eux. Ouais. Mais je vis la gestion de ma carrière en étant chez Time Bomb comme un manque de considération par rapport à l'acte que j'avais posé. Ok. C'est comme ça que je vis la chose. Ouais. Non, c'est important, c'est ce qui m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je le vis. Donc, du coup, je suis content pour Ox. Ouais. Mais je suis pas content pour moi. Ok.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Tu vois ce que je veux dire? Et Hawks, en fait, il a toujours, c'est après que je l'ai compris, il a toujours eu une approche très, très dure avec moi. Ouais, parce C'est-à-dire? il était très critique parce qu'il trouvait que j'avais du potentiel, mais que j'étais laxiste ou trop faible pour... Faible, c'est-à-dire? Faible de caractère. Ah ouais, ok. Ouais, pour affronter ce game. Ok. Tu vois, donc c'était... tu vois, c'était des critiques qui pouvaient me déstabiliser à ce moment-là. Et donc ça rentrait aussi dans un truc où je me disais, ouais, mais je sais pas, peut-être que, tu vois, peut-être que il y a un problème, peut-être, tu vois ce que je veux dire, je vivais le truc mal, en fait. Ok. Je te dis avec du recul, parce qu'avec du recul, en fait, ce qu'il disait, mais ce sont des choses qui ont, à un moment donné, on reviendra dessus sur ma carrière derrière, ce sont des choses qui ont mené à certaines périodes de tu vois, de grisaille dans ma carrière. Ok. Parce que le business, c'est pas un principe d'émotion, c'est un principe de lucidité et de, tu vois, de rigueur, etc., etc. Ouais. Et moi, j'étais beaucoup dans l'émotion. Et Oxmo, lui, il avait déjà capté. C'est pour ça que je te dis que c'était le plus mûr de nous tous. Ok. C'était le plus mûr de nous tous. Je vois. À ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, de l'extérieur, toute cette période, ça veut dire la période où Time Bomb, X-Men, Lunatic, tout ça, ils sont partis. Il reste Oxmo et toi. Ouais. Moi, je trouve qu'il se passe un truc sur toi, notamment via Sad Hill. Ouais. Moi, j'ai l'impression que IAM, il t'adore, que tu te retrouves sur Sad Hill, t'as des morceaux, comment il y a un truc avec Freeman, tout ça. Et je me dis, Pete, ça doit être le prochain, en fait. Vraiment. En fait, j'étais le prochain. En fait, tu sais, quand t'es de l'extérieur, c'est comme, tu vois, parfois, tu regardes un joueur dans une équipe, c'est un jeune promoteur, il est sur le banc de touche. De son point de vue, il doit être sur le terrain. Du point de vue du coach, il n'est pas encore suffisamment mûr pour jouer. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadé que je devais en être. Je vois. Sauf que j'étais pas prêt. Mais ça, il y a que les autres plus avisés qui le voient. Donc, je commence à me plaindre auprès je dois pas être sur Sad Hill. Ah ouais? Moi, je dois pas être sur Sad Hill. T'es allé le chercher, ça? Je suis allé le chercher. Je suis parti voir Mars. Ok. J'ai dit, Mars. Il me dit, ok, vas-y, t'inquiète pas. Il appelle Keops, ou je sais plus, quelqu'un, c'est parce que c'était chez Deux Labels que c'est sorti. Franchement, je me rappelle plus comment ça s'est fait. En tout cas, moi, je me suis plaint. Voilà, et lui, il a arrangé les choses. Il a arrangé les choses. Je sais pas, c'est l'appelé, comment dire, Akhenaton ou Keops ou quelqu'un de Because, mais on me dit, ok, tu vas à Marseille tel jour. Ok. Et je crois que c'est avec lui que je suis parti, d'ailleurs, je crois. Ok. Ou bien non, je suis parti avec Ricky, son frère. Ok. Ouais. Donc, quand on arrive là-bas, voilà, c'est la première expérience, dans le game proprement dit. Ouais. Donc, j'étais avec IAM. Avec IAM. C'est IAM. Ils sont déjà en place. C'est incroyable. Ouais. J'arrive, Keops, à l'époque, il avait un Mercedes. J'en ai entendu parler jusqu'à Paris. Frère, tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'il avait une Rolex. Tu vois, tu sens que les mecs, ils sont déjà là, quoi. Un autre niveau. C'est un autre niveau. Et donc, je fais le morceau que je fais, c'est le refrain demain. C'était pas demande à attends, c'était quoi le titre? Je crois que c'était Côté Obscur Connexion. Ok, je vois comment c'est. Mais le refrain, c'était Demande à Pitch, je t'assure. Ouais. Black Mafia à Côté Obscur, tu vois, mais Demande à Pitch, je t'assure, c'était la voix d'Ox, justement. Oui, je me rappelle. Voilà. Et Freeman, il vient dans le studio, et à un moment donné, il y a un bridge. Ouais. Et je lui dis, ouais, vas-y, fais un truc. Et c'est là où il fait un truc, boum, boum, ça reste, on dit, ouais, chaud. Et derrière, je continue, le morceau, il se fait mortel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça sort sur la compilation. Mais tu vois, là, c'est bien que t'expliques tout ça, parce que moi, je suis de l'extérieur, c'est-à-dire que je suis ni le coach, je suis ni toi le joueur. Moi, je suis dans le public, ce mec qui suit la Ligue 1 tous les week-ends. Et je me dis, il est chaud, ce remplaçant. Tu vois, je veux dire, quand il rentre sur le terrain, il fait la différence, c'est cool. L'année prochaine, il sera sûrement titulaire. Et moi, je me dis, c'est bien, en fait. Et pour moi, tu le vis bien. Et là, t'es en train de m'expliquer que non. En fait, pas bien, moi. T'es Mbappé à Monaco. Ouais, exactement. Qui est là, qui se dit qu'il peut tout plier. On lui dit, non, attends. Exactement. Là, on va mettre Valère Germain en attendant. Et lui, il se dit, mais moi, je plie Valère Germain. Exactement. C'est la même chose. Ok. Maintenant, c'est plus clair. C'est la même chose. Donc, après ça,
Donc, il y a le succès de Sad Hill, c'est mon premier disque d'or que je reçois. Parce que la compil, elle a compilé l'album, parce que c'est pas une compil, c'était l'album de Keops. Ça fait disque d'or, c'est mon premier disque d'or. Et après, il y a le travail sur l'album d'Oxmo. Voilà. Mais comme je te dis, je le vis pas de la meilleure des manières. Et donc, j'ai pas d'argent, j'ai pas de, tu vois, j'ai rien. Bref. Et je rencontre Thibaut de Longeville. Ouais. Thibaut de Longeville, qui est dans le milieu hip-hop et tout ça, qui était à la tête de la société 360, qui faisait tout ce qui était charte graphique, etc. La communication, des pochettes d'albums. Exactement. Et c'était à l'époque où il avait sorti Opération Coup de Poing. Voilà. Et il s'avère que comme j'étais en galère, Thibaut me donne un stage à son bureau. Ok. Et donc, c'est lui qui distribuait toutes les mixtapes de DJ Mr. C. Ouais, DJ Passe. Je me rappelle très bien. bien. Il y avait Lordissa aussi, qui bossait. Et moi, c'est moi, en fait, qui dupliquais les cassettes. Ah ouais, ok. J'en ai acheté, hein. J'en ai acheté, en plus, moi. Ah ouais. Ok. Et donc, je dupliquais, il y avait un petit espace dans son bureau qu'il avait fait. Je dupliquais les cassettes, mais j'étais là, quoi. J'étais stagiaire. Bien sûr, mais ce qui est bien dans ce genre de stage, quand t'es rappeur, c'est que tu vois énormément de monde passer. Exactement. Justement, je vais y venir après, tu vois, aux gens que j'ai rencontrés. Et donc, il y a un concert à La Rochelle. Ouais. Parce que Thibaut, il connaît tout le monde. Il bosse avec Hawks, il bosse avec Delabel, il bosse avec Virgin. Il bosse surtout avec Kenzie. Ouais. Et donc, il y a en 97 ou 98, il y a un festival à La Rochelle. Ouais, Francophonie de La Rochelle, je pense que tu je pense que tu étais où il y avait le secteur A. Ouais. Et donc, Thibaut me dit de l'accompagner. Donc, je l'accompagne. Donc, il y a une soirée dans une, je crois que c'était une villa. J'étais là. Tu étais là. Je suis un fou, tu étais là. J'étais là fort. J'ai même des photos. Tu étais là. Mais il s'avère que, quand j'arrive, je reconnais une tête. Une tête d'un mec, parce qu'à un moment, il y avait une gare Place des Fêtes, gare Charcel. Ouais, je me rappelle très bien. J'ai reconnu Guichard. On l'appelait Guichard. Mon Gachir. Et qui est Fayadé. Voilà, lui-même. Et je reconnais Guichard dans le truc. Et moi, je dis à Thibaut, t'as vu, moi, je peux pas rester là. Parce que il y a des têtes là. Au quartier, on est en... C'est la guerre. Et il y a Stéphane qui voit comment je parle à Thibaut. Il voit que, tu vois, mon mouvement, mon langage corporel, il est pas en adéquation avec l'environnement, tu vois. À un moment donné, Stéphane, il appelle. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a, ton gars, là? Pourquoi? Parce que ils ont été bienveillants et ils nous ont invités. Et moi, mon attitude, elle était pas chaleureuse. Mais c'est parce que j'ai reconnu et je me suis dit, si le mec, il me reconnaît, je suis en... Et c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Voilà. Et Stéphane, il dit, mais dis, ton gars, là, on le monte en l'air s'il fait le con. Et donc, Thibaut lui dit, non, t'inquiète pas, et Thibaut, il vient me parler, il me dit, non, calme-toi, t'inquiète, sont mes gars, il va rien se passer, et tout ça. Et donc, c'est là, il me présente Stéphane. Ok. Il me présente pas tout. Ok. Donc, mais c'était mal parti entre Stéphane et toi. C'était mal parti. C'est fou. Tu vois, c'était très mal parti. Ok. Et il me présente donc, je check pas Guichard. Ouais. Je le check pas. Je l'évite. Et donc, ouais, salut, c'est Pete, ouais, pas tout, machin. J'étais caméra. T'es caméra, ouais, je suis caméra. Ouais, mais si, c'est toi, on a entendu des trucs déjà, ouais, machin. Les mecs disent, c'est chaud ce que tu fais. Et c'est comme ça que la soirée, elle se fait, on délire bien, machin, on commence à discuter. Ils me disent, ouais, mais pourquoi, justement, eux, contrairement à toi qui dis, ouais, lui, c'est le futur, eux, ils ont une autre approche. Ils me disent, ouais, mais t'es chaud, toi. Ouais. Tu devrais sortir. Tu dois être sur le terrain, titulaire. Et vu que ça coïncide avec mon mindset, donc on commence à discuter de ça. Donc après, derrière aussi, on me présente Jackie et Benji. Ouais. On commence à discuter, etc. Les mecs, ils disent, t'es chaud. J'ai dit, c'est quoi? Ils me disent, c'est quoi ton deal, machin? Donc je leur explique. Ils me disent, vas-y, on va racheter ton contrat. Ah, direct? Ouais. Genre... 2-3 mois après qu'on se soit rencontrés, ils disent, on va racheter ton contrat chez Time Bomb. Et moi, je suis déjà en mode bizarre avec Time Bomb. Ok. Vous vous entendez de moins en moins bien. On s'entend de moins en moins bien. Donc, quand eux, ils te disent, on va racheter ton contrat, ça t'intéresse? Ça m'intéresse, mais je sais pas comment présenter la chose parce qu'on est déjà en bizarre. Ouais. Avec les gars. Tu vois? Mais eux, ils sont focus sur Opéra Puccino. Ouais. Parce que pour te dire, même mon couplet dans 24 heures à vivre, je le fais quand le titre est déjà fini. Hein. Ah ouais? Ouais.
Je le fais quand le titre est déjà fini. Mais ça veut dire que t'étais pas prévu dessus? J'étais pas prévu dessus. Ouais, parce que je commençais à être bizarre. Oh, ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il t'avait mis de côté? Il m'avait mis de côté, ou je m'étais mis de côté. Ouais, Tu vois? de par ton attitude. De par mon attitude. C'est la même chose que je vis aujourd'hui en tant que producteur quand il y a des artistes qui sont mécontents, Voilà. qui ont des ressentis. Donc, aujourd'hui, je comprends comprends, ouais. les boss de Time Bomb. Ouais, bien sûr. Je les comprends très bien parce que la manière de faire n'est pas bonne. On va y revenir de Tu toute vois ce que façon. je veux dire? Donc quand ils me disent qu'ils veulent racheter mon contrat, donc ils convainquent Benji et Jackie, ils disent, OK, vas-y, on va parler à Kenzie. Ok. Moi, je suis obligé de mettre une pause là. Parce que moi, cette période-là, je me souviens à peu près, mais j'ai l'impression, et tu vas m'arrêter si je me trompe et me corriger surtout, j'ai l'impression que entre ça, il y a quand même le morceau On fait les choses, première classe, en vinyle, qui va sortir en vinyle, pas la compilation, tout ça, hein, qui vont faire en vinyle 500 ou 1000 exemplaires, vraiment une série limitée, tout ça. Ça arrive à quel moment? Non, tu dis Time Bomb dans le morceau. Justement, en fait, quand les mecs ils me font la proposition, je vais voir Time Bomb. Ouais. Ça se passe très très mal. Donc tu vas les voir et tu Je leur vais dis les voir clairement dans 77. Il que... y avait Mars, il y avait Ricky, il y avait Alexis, un des frères Vlavo. Ok. Il y avait pas, je me rappelle plus s'il y avait Didier que c'est. On est chez Mars. Ouais. Et je me rappelle toujours, je te dis, c'était mon grand frère. Donc quand j'arrive, sa femme elle me dit, ah, ton grand frère il est fâché. La femme de Mars. Avant même que tu parles de l'histoire de racheter le contrat, Non mais Mars en fait, était déjà fâché. oui, en fait, quand je viens pour parler du contrat, ça fait longtemps que j'ai plus donné de nouvelles. Ok, oui, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? explique-moi ça, Donc ok. quand je viens, les mecs ils sont pas contents. Ok. Et quand je viens en plus dans leur pas contents, je viens leur dire, hey les gars, Rajouter une couche. ça se passe très mal. Ah. Franchement, ça se passe très mal. Mhm. Ils sont vraiment fâchés parce que, je te jure, tu sais, la vie, souvent, il y a des problèmes dans la vie entre les personnes parce que ça communique pas. Ouais. Ça se dit pas je t'aime, ça se dit pas tu me manques, ça se dit pas le ressenti réel. Chacun reste dans sa position et ça crée tu vois, de l'animosité, ça crée des sentiments qui sont pas positifs. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand je viens annoncer ça, eux, ils le vivent comme une trahison de petit frère. Là où moi, je le vis comme une proposition importante pour ma vie. Ouais. Mais eux, ils le vivent comme un manque de respect d'un petit frère. Est-ce que là, pour la première fois, tu deviens pas ce que Oxmo aurait voulu que tu deviennes? C'est-à-dire que là, t'es moins dans l'émotion. Ouais. Et là, t'es dans la lucidité. Ouais, je Tu suis te dans la dis, lucidité. ma carrière pourrait changer. Voilà. Est-ce que Sauf que c'est mélangé à l'émotion de la relation. Ah. C'est pour ça que la musique, c'est complexe. Ouais. Tu vois, il y a toujours tu vois, il y a toujours cette frontière entre le business et ce qu'on... Tu sais comment L'amitié, la comment c'est, la loyauté. musique. La musique, tu peux pas faire la musique sans love. Ouais, déjà Quand tu ça. partages, tu vois. Et moi, je rajouterais, dans le rap, il y a souvent ce truc de quartier, de fraternité, Exactement. de loyauté, Ou de je suis vrai. Voilà, donc, quand t'as posé un acte, ouais, tu te tu dis dois que aller l'acte au bout. que t'as posé, la personne pour qui tu as posé l'acte est redevable à vie. Sauf Tu vois que ce que je veux dire? sauf que c'est pas ça. Tu Et vois? il est là. Et souvent, on mélange tout ça. Et souvent, on mélange tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Mhm. Donc, je repars de là. Je suis toujours Time Bomb. Mhm. Parce que moi, j'ai dit ce que je veux, mais c'est eux qui ont le Ils sont pas dernier d'accord. mot. Ils sont pas très chauds. Ok. Tu vois? Mhm. Mais malgré tout, je suis animé par un truc, la nouvelle rencontre avec les gars. Ouais. Je suis animé par un truc où je dis, ouais, c'est mon heure. Faut que je le fasse, là. Mhm. Tu vois, il y a des choses comme ça qui sont inexplicables. C'est en toi. Je me dis, non, faut que je le fasse. Les gars, là, l'énergie qu'ils me donnent, là, il y a quelque chose. Et surtout, je suis excité par le fait que il y a Secteur A derrière. Bien sûr. Qui Tu vois? vend déjà Et Jackie- énormément de disques. Jackie et Benji viennent de sortir leur album Rucaz Nègre. Ouais. Je l'écoute au bureau de Thibaut. Tu vois, ça me rend fou. Je vois j'entends le mix, je vois la pochette, je me dis, putain, les mecs, c'est des rostas, quoi. Je vois arriver Jackie et Benji en cartonné avec comment on va dire, le caban Scott, machin. Veste en cuir, là. Basket blanche. Je dis, ah, chambé, tu vois, ça me fait. Mhm. Et donc, tout ça additionné, ça me dit, non, c'est là où je dois être. Ouais. Et donc, quand on commence à traîner ensemble, ils m'ont pas encore validé le rachat, la vente de mon contrat, mais on est déjà, nous, dans une logique de construction de label. Et c'est là où on crée Première Classe. Mhm. Tu vois, ce qui est à la base, au début, Première Classe, c'est une tontine. Ouais.
Tu vois, donc On met de l'argent. On met de l'argent, on se retrouve, on se fait des bouffes, etc. On fait un concert secteur A à Nantes. Ouais, j'avais entendu parler de ça. À la Trocardière. Voilà. En déficitaire à mort, parce que, bon, bref, tu connais. L'organisation. C'est un métier. Faire des concerts, c'est un métier. Ouais, c'est un métier. On est constitué en association à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Et un jour, on est dans une discussion, je leur dis, les gars, il faudrait qu'on fasse un truc où on réunit tout le monde. Ils disent comment ça? Ouais, on pourrait faire une compile où il y a les gens du Nord. C'est vraiment dans une causerie, tu vois. Ouais. Où je veux pas m'attribuer la paternité de l'idée, mais c'est dans l'émulation de A5. La discussion, vois, la discussion. Bien sûr. On se dit, ouais, faut faire ça, faut faire ci, machin. Ils disent, ouais, chaud. Donc on dit, on prend un papier, on commence à faire des combinaisons. Ouais. Et donc il y a cette fameuse combinaison Mystique, Pete, Kerry James, Neg Marron. C'était pas Rof encore. C'était pas Rof, c'était Kerry James. Ouais. Et il y avait un deuxième titre, si les lyrics pouvaient tuer, c'était, je crois, 2 balles, Ifi et Calbo, un truc comme ça, bref. On commence à mettre les choses en place, on loue un studio. Et je suis toujours Time Bomb. Hein. Ouais, bah ouais. Je suis toujours Time Bomb à ce moment-là, tu vois. Mais tu fais partie de l'association. Mais je fais partie de l'association. Première classe. Ouais, parce que dans ma tête, je suis contractuellement lié à Time Bomb. Toi, en tant que rappeur. Mais dans ma tête, je suis plus là. Tu vois, je suis plus là, je suis dans cette nouvelle dynamique. Là, ok. Tu vois. Et donc, on cale le studio. À la base, c'est Black Mozart qui doit faire la musique. Ouais. Donc, on écoute les prods de Black Mozart, c'est pas bon. Et Kerry, il peut pas venir. Ok. Il peut pas, je sais plus pour quelle raison, il peut pas venir sur le titre. Et donc, moi, je dis au gars, il y a un mec là, de Vitry, c'est un tueur. Et je rappelle pas, je sais pas si tu te rappelles la chanson sur Guet-Apens. Ouais. C'est pour 100 balles, t'as plus rien. De Rof, t'es trop chaud sur ce morceau. C'était incroyable. Et je dis, il y a un mec là. Et c'est là où parce qu'on se connaissait. Dedans, il cite Neg Marron. Il cite Neg Marron. Tout pour l'oseille, machin. Ouais. Et moi, je traînais avec, tu vois, je traînais souvent à Vitry. Ok. Avec Karim. Ouais. 113. Avec Johan, AP. Parfois Ousni, il était là. Ok. Donc tu connais quand t'es jeune, t'es dans le quartier, mais t'as des tu connais juste un pote dans un autre quartier, tu peux te retrouver à traîner là-bas. Exactement. Donc on traînait souvent là-bas. On avait un pote en commun qui s'appelait Manjao, qui s'appelle Manjao, pardon. Et c'est comme ça qu'on, tu vois. Ok. Et donc je dis ouais, il y a un mec là, il est chaud, il s'appelle Rof. On contacte, bim boum, il vient en studio. Et Black Mozart, ça galérait. Les prods, on n'était pas fans. Et on dit, ouais, tu te rappelles la pub il y a toujours Findus. Oui. Ça veut dire qu'il y a toujours une solution quand t'as faim. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on a surnommé Jimmy Finger Findus. Parce qu'à chaque fois qu'en studio, il y avait une galère. Il est là, il sort la prod. On l'appelle et il appuie sur le bouton. Et là, il y a la prod qui s'y est. Et c'est ce qui s'est passé. Okay. Dès qu'il arrive en studio, il branche un MPC, boum, il appuie sur le bouton et il y a le sample. Ouais, on fait les choses. On fait les choses. Là, tout le monde se lève. Ah, j'avoue, le sample est incroyable. Tout le monde se lève. Moi, mon couplet, je crois, je l'ai écrit en 5 minutes. Inspiré par le sample. Incroyable. Rof, pareil. Quel couplet, Rof aussi. Tu vois, pareil. Mystique, pareil. Jackie et Benji, le refrain, légendaire. Légendaire. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde est au top. Tout le monde est au top. Tout le monde. Et je vais te lâcher Torabo Créal et Time Bomb, première classe pour le Nord, Sud, Est, Ouest. Parce que je suis encore Time Bomb. Mais je dis première classe parce que je suis aussi dans ma tête. Ouais. Donc je suis dans mon délire. En fait. Ok. Et chemin faisant, je sais plus comment ça se dénoue. Je pense qu'ils sont trop focus sur Oxmo. Et Mars m'appelle, on a une discussion. Il me dit, je suis déçu vraiment du comportement que tu as eu, mais vas-y. On le fait. Vas-y. Transfert. Il donne un prix symbolique. Et on paye. Ok. Et là, maintenant, je suis plus Time Bomb. Et je suis première classe à 100%. Ok. Là, tu deviens première classe. Moi, maintenant, j'ai besoin que tu m'expliques comment tu deviens première classe secteur A. Donc, quand je signe le contrat, quand on rachète le contrat, donc là, je suis officiellement première classe. Et de fil en aiguille, donc, il y a la réflexion sur la compile. Et naturellement, ils disent, après cette compile, il faut que cette compile, elle te soit profitable. Il faut que, grâce à cette compile, tu puisses avoir suffisamment d'exposition pour sortir ton album. Mais il s'avère, en fait, que le mastermind, c'est Kenzie. C'est lui qui nous
conseils au niveau du business, au niveau des stratégies et tout ça. Mhm. Donc, Kenzie nous dit, OK, tout ce qu'on faisait, on lui en parlait avant. Et il disait, OK, il n'y a pas de problème, on peut coproduire. Moi, j'ai les entrées chez Hostile, j'ai le budget. Vous avez besoin de budget, vous avez besoin d'expertise. On fait une coproduction sur la compilation et sur l'album. C'est comme ça que je deviens secteur A, en fait. Ok. En fait, c'est une coproduction première classe secteur A. Ouais. Tu vois. Mais les 40% de première classe à ce moment-là sont secteur A, Jackie et Benji. Donc, naturellement... Tout s'emboîte bien. Ouais. Maintenant, moi, je vais te dire encore une fois comment je vois tout ça de l'extérieur à ce moment-là. Moi, j'ai vu de mes propres yeux secteur A avoir des vues sur des artistes de Time Bomb. Ouais. C'est vrai? J'ai vu Géraldo. Il y a eu des rendez-vous. À la secte, à Sarcelles. Ouais, il y a eu des Sauf rendez-vous. que moi, je traînais là-bas. Donc, moi, je suis là, je vois Géraldo là. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Et tout. Je le vois avec Kenzie, donc, déjà, je me dis, il se passe des trucs, tu vois. Donc, moi, je me dis, ça, c'était à l'époque, quand je vois Géraldo à Sarcelles, je sais que c'est pour Lunatic. Ouais. Bon, ça, c'est pas fait chez Secteur A et tout. Moi, je me dis que, voilà, quand je vois que t'es pas seulement PC, première classe, t'es PC, Secteur A, je me dis, il a eu une part de Time Bomb. Un artiste de Time Bomb qui voulait, Secteur A l'a eu. Ouais. C'est ça que moi, je me dis. Ouais. Parce que il y avait vraiment, je sais qu'ils appréciaient vraiment votre rap. Ouais, ils appréciaient beaucoup, ouais. Ils appréciaient beaucoup. Et je crois qu'il a même parlé avec les gars de Time Bomb, Kenzie. Ah ouais, pour... Ouais. Mais toi, t'étais déjà, ton contrat était déjà racheté. Je me rappelle plus exactement chronologiquement, mais je sais qu'il y a eu des discussions Kenzie et Time Bomb. Ok. Qui eux n'étaient pas très chauds parce qu'ils avaient une sorte de, tu vois, ils avaient aussi leur vision. Ouais. Ils n'étaient pas très chauds à ce moment-là de faire une joint venture et de trucs. Donc ça a été proposé de travailler Time Bomb et Secteur A ensemble sur toi. Ouais. Non, sur Time Bomb, Secteur A, de bosser ensemble. Ah ouais, clairement. Ok. Ouais. Il y a eu ces... Ça aurait pu être beau, mais on refait pas l'histoire. Ouais. Très bien. La compilation Première Classe sort. Ouais. Il y a le morceau On fait les choses, mais il y a aussi, t'as un solo sur la compile. Ouais. Et moi, je me rappelle, à cette période-là, je rencontre Thierry Henry. Ouais. Qui joue à Monaco, qui vient fraîchement gagner la Coupe du Monde, 98, et qui part à la Juventus de Turin un petit peu après. Ouais. Il écoutait ton solo en boucle. Ouais. Je me rappelle. Il me disait, lui, il est fort, lui, Pete Bacardi et tout ça. Et moi, je suis un fan de foot, moi. Et Thierry Henry, c'est mon joueur. Tu vois. Et quand il me dit ça, je me dis, non, Pete, c'est quelqu'un. Pete, c'est quelqu'un. Thierry Henry, fraîchement, tu vois, champion du monde, il t'écoutait. Entre deux morceaux de zouk, Thierry, je dis la vérité, Thierry. Entre deux morceaux de zouk, il mettait un Pete Bacardi et tout. Et à ce moment-là, ton album, il est pas encore sorti et tout. Pas sorti. Et je me dis, ça y est, ça recommence. Tu vois ce que j'ai ressenti à l'époque de Sad Hill, où je me disais, il est dans les starting blocks, ça se passe bien. Pour moi, t'avais réussi à recréer ça avec ton équipe et tout, à nouveau. Ouais. Et je me dis, c'est là qu'il faut qu'il sorte l'album. Exactement. Faut pas rater le rendez-vous. Faut pas rater le rendez-vous. Et vous l'avez pas raté. Ouais. Il sort très peu de temps après. Ouais, la compile, elle sort en 98, mon album, il sort en juillet 99. Voilà, on est bien. Ouais. En plus, on fait les choses qui se retrouvent, grâce au Saint-Esprit, qui se retrouvent en playlist sur Skyrock. Sur M6. Avec le sur clip. M6 en journée. Tu vois ce que je veux dire? En journée, mon frère. Et quand tu repenses, j'ai eu Jackie et Benji ici, j'aurais dit, quand tu repenses qu'à la base, c'était un comme on disait à l'époque, un white label, c'était un vinyle. À la base, ce morceau, c'était pour 1000 personnes, en vrai, tu vois. Bien sûr. Et qu'au final, il se retrouve en playlist à la radio, à la télé, et toi, t'es dessus. En plus, il y a la pochette de l'album dans le clip. Justement. Et en fait... Qui a eu cette idée d'ailleurs? C'est du génie, ça. Je crois que c'est Stéphane et Thibaut. C'est du génie. Je me rappelle plus qui exactement, ou c'est moi, je sais plus, frère. Ok, mais c'était du génie. C'était... Et en fait, donc on décide de faire la compile. L'idée, c'est que la compile soit un tremplin pour moi aussi. Que ce soit un tremplin pour le label, et soit un tremplin pour moi. Donc c'est pour ça que dans les combinaisons, bien évidemment, on triche un peu. Et là, on fait les choses. J'ai un solo, et surtout, j'ai l'art de la guerre. Oui, bien sûr, j'allais oublier. Avec Akhenaton et Arsenic, qui, à ce moment-là, Arsenic sont déjà... Oui, ça marche. Parce que leur album, il sort en 98 aussi. 98. Et ça cartonne. Donc, si tu veux, ça met une lumière sur moi. Avec des doudounes bleues à l'ombre. Exactement. Et donc, quand on fait le clip, on fait les choses avec Squall. Ouais. On dit, mon couplet, là, faut qu'il marque les esprits. Ouais. Et donc, on met derrière moi ce qui est
l'équivalent de la pochette de l'album. Ouais. Parce que je sais plus comment ça se fait. On fait une séance, la séance photo. Je sais plus pourquoi on fait cette séance photo, mais il y a cette fameuse photo, là, où je suis comme ça. Et on dit, c'était Alexandre Wise qui faisait les pochettes, qui était le graphiste. Il dit, ouais, ça, on va garder ça comme pochette, tu vois. Et je sais plus qui de nous dit, ouais, mais cette pochette, elle doit être dans le clip. Et c'est comme ça qu'on fait le truc. C'était stratégique, en fait. Il faut que les gens, ils identifient déjà le visuel qui sera celui de l'album après. Donc, ça se passe comme ça. L'album va arriver. Ouais. Il s'appelle Pete Bacardi, tout simplement. Premier single, On lâchera pas l'affaire avec Doc Gynéco. Un boss du secteur A en termes de vente. Le mec, c'est une rockstar. Il a arraché toute la France avec son album Première Consultation. Moi, je me souviens qu'à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui. Faire un clip, ça coûte très cher. Ok. Donc, en général, on te donne le budget pour faire un clip quand ta chanson passe sur des radios nationales. Là, c'est le cas. T'es sur Skyrock et je vois jamais de clip arriver. Pourquoi? Parce que Gynéco, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Il m'appelle, il bossait avec Chico, de Garges. Et lui, il commençait aussi à avoir des problèmes avec Sector A. Donc, on fait le titre, ça cartonne, et il faut faire le clip. Donc, moi, j'appelle Chico. Je lui dis, il faut que je parle à Bruno. C'est comment? Il me dit, Bruno, il va t'appeler. Donc, Bruno, il m'appelle, et il me dit, viens, on fait le clip à deux, on fait pas avec les autres. Je dis, comment ça? Il me dit, tu connais Bruno, comment il parle, il a sa manière de parler, très métaphorique et tout, il fait des... Et il me dit, mais laisse tomber. Il m'a dit des choses que je peux pas dire là. Ok. Tu vois ce que je veux dire, que je peux pas dire là, parce qu'après, tu connais aujourd'hui. Oui. Tu vas dire une chose. On va pas déclencher une guerre civile ici. Non, mais surtout, les gens vont retenir que ça, alors que c'est anecdotique, tu vois. Mais en fait, il me manifeste ce qu'il avait déjà manifesté auprès du business et des gens du business, sa volonté de partir du secteur A, de ne plus être attaché au secteur A. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme mon album est produit par le secteur A aussi, il dit, maintenant, on peut pas. C'est pour ça qu'il me dit, viens, on le fait à deux, le clip. C'est-à-dire sans les autres, là. Oh, mais comment c'est possible? Parce qu'au final... Non, mais c'est justement pas possible. Voilà, au final, ça resterait quand même le clip de ton album qui est produit par secteur A. Donc... En fait, si tu veux, c'est dans les faits. Dans les faits, c'est genre en mode, pour te donner une image, viens, on va en Martinique, on fait notre clip à deux et après on leur rend le clip. Comme ça. Donc, sauf que je peux pas faire des choses comme ça. Ouais. En tout cas, je savais pas comment techniquement j'allais le faire. Non, mais surtout que tu viens d'arriver. T'es en bon terme. Bah oui, je vais pas, tu vois, créer un truc qui est une situation, Et donc, il y a pas de clip. Ah ouais. Ok, j'ai le fin mot de l'histoire. Il y a pas de clip. Parce que je me suis toujours demandé, mais pourquoi? Tu vois, il y a pas de clip. Ok. Tu vois, il y a pas de clip. Et derrière, on fait les choses, fait que mon album à la sortie, quand on le sort, on vend 80 000 albums, 70 ou... Très rapidement. Très rapidement. Ouais. Donc, grâce à ce titre. Et c'est vraiment, franchement, pour le coup, il y a ce qu'on fait avec Première Classe, la compile, donc on fait les choses où la rue m'identifie. Il y a l'art de la guerre, où le rap m'identifie. Il y a, tu vois, le compte avec moi, le solo. Derrière, il y a d'autres trucs que j'ai fait, Liaison dangereuse, l'album de Freeman, tout ça, où les gens ils continuent de me connaître. Mais... Le Funk Master Sex des Beats. Exactement. Ça, c'était incroyable. Liaison dangereuse. Ce couplet-là, là, tu viens j'ai un flash. T'as vu? Il était incroyable, c'est là. Et, je te jure, il y a une vie avant, on fait les choses sur Skyrock et après. Oui, bien sûr. Le jour où le morceau passe, je me rappellerai toujours. J'étais à Garges. Je sortais avec une meuf qui avait une Twingo verte. Et elle commençait à se la raconter sur moi. Ok. Elle met la radio. Le mec, il dit, le nouveau Pete Bacardi featuring Doc Gynéco. Dès que la chanson a commencé à m'embrasser. Direct. Parce que le truc, l'énergie, elle était dingue. Tu vois ce que je veux dire? C'était dingue. Même moi, je ne savais pas que ma chanson allait commencer à passer. Laisse la raconter, mon frère. J'aime déjà cette anecdote. Elle faisait des manières et tout. Mais je négociais. C'est le Seigneur qui a parlé. Il a dit, mais toi tout de aussi, suite, arrête. allez. Voilà. Dès qu'on a mis, ça a commencé. Boum. On se laissera pas faire. J'ai dit, wow. Elle a sauté sur moi. Et donc. Mais t'étais
Ce jour-là, là. Peut-être aujourd'hui on s'en rend pas compte, mais t'étais avec Doc Gynéco. Mais en fait. Doc Gynéco, c'était Les gens, quelqu'un à ce moment-là. je te jure. Pourtant, on était dans le secteur A ensemble. Ouais. Mais tellement c'était quelqu'un, même pour enregistrer le titre, c'était toute une cérémonie. Tu vois? Non, sérieux, c'était une cérémonie. C'est-à-dire que moi, j'étais au studio le matin. C'est Masta qui avait fait la musique de Kilomètres. Ouais. Donc, qui avait fait la musique. Donc, moi, j'étais au studio le matin. J'ai pas dormi la veille. Non, sérieux. J'ai pas dormi la veille. Quand on m'a confirmé, moi, je comprends. quand on m'a confirmé, déjà, même pour la petite anecdote, quand je fais Liaison dangereuse, moi, je l'ai jamais rencontré, Gynéco. C'est Iso. Je suis invité par le biais d'Iso, qui est un mec de Sarcelles, qui aime bien ce que je fais, etc. Et qui a participé aux musiques de Liaison dangereuse. Je suis en studio, j'enregistre, et j'entends la voix de Gynéco à un moment donné. Mais je te jure, c'est que tu vois, on le voit pas. On le voit pas. On l'entend, mais on le voit pas. Et quand je le vois, j'étais pas en mode groupie, je suis tombé par terre, mais c'était impressionnant. Bien sûr. Tu vois, pourtant, on était tous dans le même truc, mais c'était Gynéco, quoi. Bien sûr. Donc, quand il valide le titre, quand il valide sa date et qu'il vient, la veille, j'ai pas dormi. J'arrivais pas à écrire mon couplet. Ouais. Tu vois, j'arrivais pas à écrire mon couplet. Et donc, mon couplet, je l'écris dos au mur, parce que on m'appelle, on me dit, il est en chemin, là. Voilà. Je raconte ma vie, même. C'est pas ça. Mon couplet, je l'écris quand il pose le refrain. Ah ouais. Ok. Je raconte ma vie. Mon couplet, je l'écris parce que je trouve pas le thème. Ouais. Et quand il arrive, lui, il a déjà un couplet. Ok. Et tu vois, il y a trop de meufs à poil dans mon salon. Pas le pétard, parce que pas qui est bon sur ma terrasse. Je vais produire Cosette. Et là, je trouve fait, ton frère. Gagner leur disque à la Sky Roulette. Tu vois? Et il finit son couplet. Après, il dit, mettez-moi le refrain. Je vais faire quelque chose. Il dit, on se laissera pas faire. On lâchera pas l'affaire. Voilà ce qu'il fait. Et il laisse. À toi de compléter. Gros. Non, mais cette période, Doc Gynéco, il est en feu à ce moment-là. Il était en feu. Ah ouais. Il était en feu. Et donc, c'est comme ça. Ça te met une pression. Ça met une pression et surtout, ça me déclenche. Ouais. Donc, j'écris mon couplet. Et même, tu vois, il y a un passe-passe à la fin. Ouais. Mais ce passe-passe-là, on le fait pas en même temps. C'est-à-dire que lui, il a posé son couplet. Il a posé ses parties. Il m'a dit, petit, je t'ai donné ta force. Bouche les trous. Débrouille-toi. Voilà. C'est comme ça, en fait, qu'on construit le titre. Incroyable. Ouais. Et je t'ai coupé la parole, t'étais en train de me raconter l'anecdote, donc, dans la voiture, dans la Twingo verte. Voilà. Et tu t'étais en train de me dire le même jour, et je t'ai coupé. Ouais, je dis le même. En fait, ce jour-là, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Tout change. Parce que je deviens national. Bien sûr. Je deviens national, mais quand je te dis je le sens, ça veut dire je le sens, mon locataire, mon propriétaire, à qui je devais du bif, qui me dit c'est vous. Tu vois, vous me payez quand vous voulez. Ah, non, mais je te jure que c'était un truc, la banque. J'étais à découvert, mon ref. Je vais à la banquière me dit, mais oui, c'est moi. Mais si vous avez besoin, elle change ma carte. J'avais une carte normale, elle me donne une carte gold. Ouais. Non, mais c'est vraiment, ça veut dire que il y a un changement réel dans ma life. Ouf. Après ce titre-là et je crois que je fais partie des premiers artistes qui avaient son titre en rotation chaque heure. Ouais, je me rappelle quand Skyrock commençait à faire ce truc. On va avec ses nouveautés, on va l'écouter toutes les heures. Donc j'ai eu la première journée, j'ai eu 24 heures de rotation. Mais t'imagines c'est un truc de ouf. Tu vois, c'est un truc de malade. Il n'y avait pas Internet, tout ça. Les gens écoutaient vraiment la radio, allaient acheter des CD et tout ça. Et donc du coup, succès très rapide. Très rapide. Ouais. Voilà. Et après, on sait pas. Après, on doit enchaîner Si j'étais. Ouais. Normalement, c'est ça le prochain single. Parce qu'il passe en radio. Je me rappelle. Et on appelle... comment il s'appelait encore? Il fait des films. Florent Siri, un réalisateur qui fait des films. Ouais. Je sais pas si c'est Florent, mais Siri, je me rappelle. Siri, je sais que son nom de famille, c'est Siri. Il avait fait des trucs pour Ayam. Il me propose un concept en logique parallèle avec le titre. Donc, c'est un concept de fou. Tu vois, puisque dedans, c'est si j'étais flic, si j'étais femme, si j'étais keuf. Ouais. Et à un moment donné, dans le sino, il me dit, si j'étais femme, à un moment donné, il faut que tu sois déguisé en femme. J'ai dit impossible. Non. Impossible. Si j'étais blanc, il fallait que je fasse des trucs. En tout cas, le concept, il était borderline. Ouais. Mais j'assumais pas de le faire. Ouais. Et donc, c'est fait que ça a joué en radio, mais c'est vite sorti parce que derrière, ça n'a pas enchaîné. On pouvait pas enchaîner deux titres comme ça sans clip, tu vois. Et donc, à un moment donné, le truc, il stagne à 80 000
Ok. Et on répète qu'à ce moment-là, le disque d'or, il est à 100 000. 105. Parce qu'en fait, la SNEP te déclare or quand t'as 105 000 ventes back. Ok. Parce que parfois, tu peux vendre 100 000, mais t'as sur le long terme des retours. Des retours, tout ça. Et donc, c'est quand t'as 105 000 ventes qu'on te décerne vraiment. Disque d'or. Ok. Ouais. Donc là, il faut le single qui va combler ce manque. C'est même pas comme ça. Ça veut dire qu'on se... Je te parlais de mon caractère, tu vois, sur lequel Oxmo m'indexait souvent. Ouais. Et ce caractère-là, il m'a causé du tort à ce moment-là. Parce qu'en fait, mais c'est mon album, ça a marché, mais moi, en tant qu'artiste, je ne m'étais pas imposé en tant que personne, parce que déjà, je suis très introverti, je suis très timide. Et donc, il y a beaucoup de choses qui étaient décidées pas par moi, mais par l'entourage, tu vois ce que je veux dire. Et à l'époque, Benjamin Julvanich, il était, si tu veux, il était en mode, ouais, mais votre artiste là, vas-y, il est fort, mais il est pas comme Lino, il est pas comme Rof, il est pas, tu vois. C'est vrai que je te sentais un peu effacé. Ouais. J'étais très, très effacé. La musique était là. La musique était là, ce qui a donné ses résultats, les chiffres, voilà. C'est ta musique. Mais c'est vrai que quand on pense secteur A, c'est que des mecs qui sont devant, un Stormy Bugsy, il est là, un Doc Gineco, il est là, Gineco, Jackie Benji. Voilà. Et c'est vrai que toi, par rapport aux autres, ouais, j'étais un peu effacé, c'est vrai. Parce que je suis timide, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très, très timide et, pour te donner une anecdote, tellement j'étais en flip, mon Planète Rap, quand on me demande c'est quoi le nom de mon album, je trouve pas. Alors que c'était juste ton nom. Oui, mais tellement j'étais en stress. Tu vois, quand t'es timide et que ça, il y a un moment donné aussi, on m'a questionné sur si j'étais, parce que dedans, j'ai des choses assez trucs. Et, je sais qu'il y avait Stéphanie Binet m'avait fait une interview, et suite à ça, il y a une association de féministes, pour l'avortement, je sais plus si c'était des féministes, mais en tout cas une association, parce que dedans je dis est-ce que si j'étais femme, est-ce que je sais que avortement signifie assassinat d'un môme. Ouais. Et il y a une association qui a porté plainte. Et donc dans le Planète Rap, Fred il me pose une question dessus et la réponse que je donne, elle est juste débile. Ok. Il dit ouais, la pub, on voyait la pub. Ah ouais. Et quand ce truc, les gars me disaient gros, ce que t'as dit là, qu'on va revenir, voilà ce que tu vas dire, voilà ce que tu vas dire. Non, c'est pour te dire à quel point, tu vois. T'arrives même pas à répondre toi-même. Pas à justifier tes propres textes. Exactement. Okay. Et donc, c'est ce qui a fait que mon album a vendu ce qu'il a vendu, mais qu'il a pas vendu plus que ça. Parce qu'il aurait pu vendre plus que ça. Ouais. Parce que même le choix de Si loin de toi, c'est pas genre, c'était pas ma volonté. Ok. Déjà parce que c'est un morceau que je ne pensais pas pouvoir assumer en tant que single. Ouais. Parce que j'étais en mode, ouais, mais c'est la mort de ma mère, c'est un hommage, comment je peux vendre la mort de ma mère, en fait. Ouais, je vois. Tu vois, c'était ça un peu mon état d'esprit. C'est Kendy qui m'a appelé, il m'a dit, tu sais, ce que tu as écrit dans cette chanson-là, c'est de l'amour. Ouais. Et on n'a jamais eu une chanson d'amour écrite comme ça dans le rap. Il me dit, je comprends ce que tu veux dire, mais fais-moi confiance. Sortons ce titre. Ouais. Tu vois, parce que Stéphane, il m'appelait, Patou, il m'appelait, je disais, ouais, mais les gars, pour te dire même, la chanson même, j'ai pas réussi à, la chanson, je la finis pas en studio, c'est Jackie et Benji qui la finissent. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire que moi, je pose mes couplets. Ouais. Le mec qui a fait la musique, c'est un gars qui s'appelle Matrix. Ouais, que je connais très bien. Voilà, donc je pose mes couplets, et pendant que je pose, je suis pris d'émotion, et je commence à pleurer, et les gars me disent, vas-y, laisse tomber. Après, je leur dis, ouais, les gars, je peux pas continuer et tout. Ils me disent, vas-y, rentre à la maison. Je découvre la chanson après. Ah, ils ont tout arrangé. Ils ont écrit le refrain. Oh, ils ont appelé Sweetness. Ok. Ils ont fait le truc. Jackie et Benji, les deux. Tu vois. Ok. Et donc, du coup, tu comprends bien que déjà, si... En studio, j'arrive pas à assumer le bail, encore moins en single, tu vois. Ouais. Kenzie me dit, non, fais-moi confiance. Ok. Fais-moi confiance. Et justement, il me drive sur comment je dois expliquer la raison pour laquelle c'est un single. Il m'a dit, tu dois même pas expliquer pourquoi. Je me rappelle, il m'a dit, t'as pas à expliquer pourquoi. Parce qu'il y a que il m'avait fait comprendre qu'il y a que des personnes malveillantes qui vont te demander pourquoi tu sors une chanson comme ça. Mais bien sûr. On le sort, on sort le titre. Comme c'est pas un format habituel. Ouais. Tu vois, on est à l'époque de Boxe avec les mots, l'école du micro d'argent, la Funky Family, 113 avec Prince de la Ville. On est dans des rythmiques. Ça frappe. Vois, ça frappe. Donc, le format de la chanson n'est pas habituel. Donc, ça met du temps avant de
prendre. Et à un moment même, je pense que Skyrock, ils veulent sortir. Je sais pas ce qui se passe, frérot. Un jour, je me lève comme ça, c'est le raz-de-marée. On m'appelle, on me dit énergie, ils ont rentré le titre. Waouh. Voilà, ça rentre dans d'autres sphères. On sort du rap. Tu vois, je t'ai raconté le avant-après. On lâchera pas l'affaire. Ouais. Mais le avant-après, si loin de toi, C'est pire. c'est pire. Ah. C'est pire. Carrément, les meufs, elles me voient, elles s'évanouissent, mon frère. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Mais la fille avec la Clio verte, elle est Non, où j'ai à ce oublié. moment-là? Oh, toi aussi. À ce moment-là, elle n'existe plus. Non, elle n'existe On voulait plus. juste savoir. Non, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Et, ouais, mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Je suis invité par Franz-Olivier Gisberg, Qui est? qui à cette époque, je crois, est le rédacteur en chef du Figaro, Wow. Oh, qui ouais. fait une émission sur France 2 à 20h50, Parlez-moi d'amour, je crois. Il y a pas mal de grosses têtes. Je suis invité, frérot, je vais à Saint-Tropez, je me retrouve chez les... Comment il s'appelait? Pierre Cardin. C'est fou, ça. Je- Avec une chanson que t'as du mal à terminer sur scène. Ouais. C'est quand même fou, en fait. Voilà, de- mais c'est finalement, c'est un grand paradoxe. Ouais. Mais c'est la chanson qui, encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai fait dans le rap, Mhm. Time Bomb, quand j'ai kické, parce que Ouais. tu connais Bien sûr, c'est important, ça. tu connais comment dire, la compétition que c'est de Bien devoir sûr. kicker, de voir des punchlines, Ouais. d'avoir des figures de style, etc. Mais c'est la chanson qui, j'ai l'impression que c'est la chanson qui est ma carte d'identité. Ouais, bah oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ton plus gros hit, en vrai. C'est mon plus gros hit. Bah oui. C'est mon plus Simplement. gros hit, tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, ça se passe plutôt bien. Et derrière, l'album, il redécolle. Et tu dépasses les 105 000. Et je dépasse les 105 000. Et mon single, je sais même plus combien j'en ai vendu. Et voilà, quoi, tu vois. Gros succès. Maintenant, encore une fois, Driver, moi, à l'extérieur. Ouais. Moi, je comprends que ça va plus avec Time Bomb, que t'es chez Première Classe, mais j'ai envie de penser que tu t'entends toujours bien avec Oxmo Puccino. Donc moi, quand je reçois cet album, ton premier album, je me dis, pourquoi il n'y a pas Oxmo? Ouais. C'est ça que je me dis, moi. Ouais. Pour moi, c'était le featuring qui me manquait. Ouais. Mais à ce moment-là, parce que là, tu nous as parlé de toi et les boss de Time Bomb, mais toi et Oxmo. Ouais, je le boulais à ce moment. On se parlait pas. Ok. On se parlait pas, ouais. On se Ok. parlait pas. On se parlait pas parce que j'en voulais pour certaines choses. Mhm. Lui était pas content aussi de certaines choses. Ah, ok. Donc on se parlait pas, ouais. Ok, normal. On se parlait pas. Car il y a des beaux featuring, gars. Il y a- Le morceau avec Mafia qu'un frère, avec Kerry et Ouais, Rof. DJ Mehdi. Incroyable ce morceau. DJ paix à son Mehdi âme, qui il nous repose en envoyait un paix. truc, ouais. C'est complètement dingue. Le morceau avec Arsenic aussi à l'ancienne. Incroyable, Sulibi. Il est ouf, ouais. Il y a des beaux featuring. Mais voilà. Ayam aussi. Ouais, aussi. Mais moi, j'attendais, je me disais, il y aurait eu Oxmo en plus, mais bon, aujourd'hui, je comprends. Ouais, non, on se parlait pas. Très bien. Là, à ce moment-là, tu fais partie de la grosse déferlante, tous les succès du secteur A. Ouais. Il y a un truc sur le secteur A, c'est des stars, les mecs. Ouais. Et moi, je le vois, je le vis, parce que les bureaux, ils sont en bas de chez moi. Moi, Ouais, j'habite ouais. vraiment dans ce quartier-là. Ouais. Et toi, comment tu te sens à ce moment-là? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça y est, t'es plus ce mec qui est sur le banc et qui est Ouais. frustré. Ouais. T'es titulaire et t'as déjà des titres de champion, ok? Ouais. Comment tu te sens pour la suite? Parce que, moi, il y a ce film, Rocky, Ouais. Rocky Balboa, Ouais. que les gens de notre génération, on a tous vu. Et il y a Rocky 3. Rocky 3, pour moi, c'est une leçon de vie. Ouais. Grosse leçon de vue. Ouais. Avant ça, je regardais Rocky pour les combats. Le 1 et le 2, je regardais les combats. Rocky 3, c'est une leçon de vie. Tu vois le mec s'embourgeoiser et partir en vrille sur le ring. Est-ce que toi, à un moment, ça te touche, ça? Ça me touche de fou. Ouais. Mon premier chèque SACEM. J'habite à Saint-Denis. Mhm. Je reçois mon premier chèque SACEM Mhm. avec 6-0. Ok. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et c'est la débandade. Ben, ça peut rendre fou quelqu'un Ouais. qui... Non, ça m'a rendu fou, clair. Parlons de ça Ouais. ouvertement aujourd'hui. En fait, je commence à gagner de l'argent. Ouais. Beaucoup d'argent. Mhm. Je commence à
gérer des meufs beaucoup, plus que des raisons. Je suis dans mon truc, quoi. Ouais. Je suis dans mon truc, les soirées au bain-douche, les trucs, comme je te dis, les voyages à Saint-Tropez, les voyages à Cannes, les nuits dans les suites de palaces parisiens, achat de Rolex, achat de Iceberg. À l'époque, je portais beaucoup d'Iceberg. Le pull, il était l'équivalent d'un pull en euros, c'était, je crois, 2000 €. Ah ouais. Tu vois, une fois, je suis parti dans un magasin sur les champs. Je crois, ils ont fermé le magasin, j'ai acheté pour 200 000 francs d'habits. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était. Tu mettais Prada à l'époque. Moi, j'étais beaucoup Prada. Je me souviens. C'est bien de le dire. Ouais, faut le dire aux jeunes. Les souvenirs. Non, c'est pas, faut comprendre, c'est pas nouveau. Voilà. Et donc, ouais, c'était, et j'étais plus dans le, parce qu'en fait, quand tu rappes, il faut être en studio tout le temps. Ouais. Et Lino, il a une phrase qui résume ça. Le rap, c'est un sport de sang, t'es un chien si tu sors du ring. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Et donc, quand moi, je vis mon succès, il y a d'autres choses qui arrivent. Ouais. Il y a d'autres gens qui occupent l'espace. Il y a d'autres gens qui sont dans le truc. Il y a des gens qui sont toujours en connexion avec la rue, en connexion avec ce qui se passe. Mais moi, je suis dans mes sphères. Ouais. Et donc là, tu vis cette vie. Tu profites, en vérité, de ton succès, de ton argent. Et le truc, c'est que, comment, justement, tu dis, il faut tout le temps être en studio. À quel moment tu te dis, bon, là, je vais retourner en studio pour le prochain projet? Est-ce que... Quand j'ai moins d'argent. Voilà, mais déjà, moi, la question que j'allais te demander, c'est, est-ce que c'est toi qui te dis, je retourne en studio? Ou les autres qui t'appellent, hey, maintenant, il est temps de retourner en studio? Bon, déjà, après le succès du premier album, ouais. Donc, parce que le succès, en fait, tu le vis pas. Il y a pas un temps où tu vis le succès et t'arrêtes de le vivre. Ouais. C'est-à-dire que ça continue. C'est une continuité. Bien sûr. T'es célèbre. Voilà, je suis célèbre. Donc comme mon album, après, Si loin de toi, il pète. Ouais. Il y a une réflexion du label et de l'équipe première classe qui est de repositionner. Parce que, et IAM, ils avaient eu le même problème avec Je danse le Mia, qui est un tout autre titre, mais qui avait eu un problème avec Je danse le Mia. Parce que dans tout type de succès n'est pas bon. Ouais. Surtout dans le rap. Ouais, parce qu'il y a des succès. Voilà, il y a des succès quand t'es trop populaire, mais ça te coupe de la base. Ouais. Et le rap, moins aujourd'hui, c'est plus le cas aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est plus large, plus ouvert. C'est plus ouvert, mais à notre époque, il fallait pas être en total décalage avec... C'était important de contrebalancer. Quand donc, t'avais un single bien mainstream, il fallait envoyer un projet. Donc on contrebalance avec Ghetto Ambianceur, le EP. Ouais. On fait même une sorte de PK, une sorte de film où je suis, au début, je suis dans une chambre d'hôtel avec 2 meufs, etc. Après, il y a une succession de choses. Il y a un clip avec Jackie et Benji, il y a un clip à Place des Fêtes, etc. Ouais. Et derrière, sur ce EP, il y a le fameux titre Ghetto Ambianceur. Il y a un titre qui s'appelle L'espoir du ghetto. Ouais. Parce que, comme je te disais, il faut revenir. Bien sûr. Un truc, donc L'espoir du ghetto, dans lequel j'évoque justement ce passage de Pete Bacardi, de la rue à Pete Bacardi, la Resta, mais que je reste un espoir. Et c'est ce que j'évoque dans ce titre-là. Ouais. Il y a un titre, À nous la victoire. Ouais. Parce qu'il s'avère que quand moi j'ai mon succès, 113, ils ont leur succès foudroyant et ils gagnent les victoires de la musique, je sais plus quel autre. Il y a une mouvance là, à un moment donné, on est 5-6 artistes comme ça qui occupons l'espace et donc je fais ce morceau À nous la victoire avec DJ Mehdi. Il y a le titre. Et dans le clip, il me semble, il y a pas Mokobe qui vient avec le disque d'or. Si, il y a Mokobe, je trouve le symbole était beau. Tu vois, on fait ça et il y a le titre Ghetto Ambianceur avec Joe qui cartonne pareil. Ouais. Donc ça, c'est pour un peu le Street is Watching de Jay-Z. Ouais. Tu vois, quand il part de Reasonable Doubt, un truc. Donc, c'est un peu le projet pour dire aux gars, OK, si loin de toi, ça a cartonné, je suis mainstream à donf, mais je reste je reste un MC. Mais, tu vois, là, tu m'expliques la direction. Pourquoi ce EP Ghetto Ambianceur, il a été fait. Mais moi, encore une fois, de l'extérieur, j'ai l'impression que vous n'avez pas atteint la cible. Vous n'avez pas atteint ce que vous vouliez parce que finalement, le morceau Ghetto Ambianceur avec Joe, il a éclipsé tous les autres morceaux. Il a éclipsé tout. C'est ce morceau-là qui passait sur M6 ou machin, le clip. Et du coup, on voit un Pete Bacardi bling bling en vrai. Exactement. Donc du coup, ça fait le contre-coup. C'est ça. Ça fait le contre-coup. Parce qu'à ce moment-là, et une fois de plus, je vais te revenir à la personnalité. Ce que Exmo me reprochait de ne pas avoir. C'est que la personnalité, quand tu en as, ça te permet d'assumer ce que tu es.
Ouais. Sauf que comme, tu vois, c'est 3 titres différents dont je t'ai parlé. Ouais. Okay. Espoir du ghetto, À nous la victoire, Ghetto Ambianceur, qui sont 3 styles différents. Bien sûr. C'est parce que, à ce moment-là, si on te demandait Lino, tu connais. Ouais. Je parle au niveau personnalité. Ouais. Luciano Lora, Remka du 113, Booba, truc. Mais Pete Bacardi, à chaque fois, c'était... On sait pas. On sait pas. Il rappe bien, Ouais. mais on sait pas dans quel... Où le classer. Où le classer. Et c'est ça, en fait, qui a causé ce truc-là, qui a fait, en fait, l'effet inverse. Ouais. Parce que c'est soit j'assumais de prendre une direction ghetto, ou l'espoir ghetto, du ghetto, ouais. genre, et je faisais que ça, soit j'assumais de prendre une direction mainstream, Voilà. et donc la logique était en adéquation avec cette direction. Et ça, c'est pas faute d'avoir eu des réunions où les gars me disaient, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu répondais quoi, toi, quand on me disait? Je répondais jamais quelque chose de concret, parce que tu sais, parce qu'à ce moment-là, ce qui est paradoxal, c'est que j'avais pas confiance en moi. Ah, Et tu vois, quand t'as pas confiance en toi, tu n'es pas sûr de tes décisions. bien sûr. Et donc, tu laisses les autres prendre les décisions. C'est fou, ça. Tu vois ce que je veux dire? En fonction de eux, leur ressenti et de ce qu'ils pensent être la chose juste. Mais dans tout ça, ça marche. Bien sûr. C'est ça qui est fou, c'est que ça marche. Ouais. Tu vois, ça marche. Donc on avance. Donc on avance. Ouais. Sauf que ça crée un fossé. Ouais. Tu vois, ça crée un fossé entre la base, bon, ce qu'on appelait à l'époque la base, parce que dans le rap, les mecs, ils me donnaient toujours mes lettres de noblesse, tu vois. Ouais. Mais j'avais pas le même impact que les autres solos là dont je t'ai parlé. Ouais. Parce qu'il me manquait cette poigne là, Ouais. que je reconnais aujourd'hui avec du recul, Ouais. ne pas avoir eu. Ok. Tu vois, de dire, vas-y, je m'en bats les couilles, c'est ça qu'on va faire. Justement, là, je te pose la question aujourd'hui, en 2023, au moment où on fait cet entretien. Ouais. Si tu avais eu à choisir maintenant, aujourd'hui, quelle direction t'aurais choisi? Si on pouvait revenir en arrière, changer des choses. Là, t'as cité 3 morceaux. Ouais. Quelle direction t'aurais prise? Ghetto Ambianceur, À nous la victoire, ou Espoir du ghetto. Espoir du ghetto? Ouais. Parce qu'en fait, c'est pour ça que les gens ont adhéré à Pete. Et Si loin de toi, c'est une chanson que je peux faire. Ghetto Ambianceur, ce sont des titres que je peux faire. Mais ce n'est pas ce qui représente ce que je devais faire. Ok. Tu vois? Ok. C'est différent. Ce sont des titres que tu connais. Ouais. C'est pas à toi que je vais apprendre. T'as un album, hey, Driver, il te faut 2 hits. Bien sûr. Tu peux les faire. Tu les fais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que il faut que ce soit des moteurs, il faut qu'on ait des titres qui puissent pousser l'album. Bien sûr. Mais c'est l'espoir du ghetto, parce que quand tu m'écoutes sur Sad Hill, tu m'écoutes sur On fait les choses, tu m'écoutes, c'est par rapport à ce rap-là que les gens, ils ont dit, ouais, Pete. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Maintenant, le Si loin de toi, bah, c'est une grâce. Ouais. Tu vois? Comme je Bien dis sûr. souvent, c'est ma mère qui est venue en studio et qui m'a donné cette bénédiction Bien pour sûr. que l'album soit ce qu'il est. Mais ce n'est pas ce qui représente le rap que tu fais. Que je fais, ouais. Ok. Moi, j'aimerais qu'on continue un peu sur ton comportement après le succès, pendant le succès, après le succès, où tu disais que voilà, tu gagnes énormément d'argent, t'es célèbre et tout, ça te change. J'étais tombé sur une interview, alors je sais plus pour qui tu l'avais faite, où t'avouais des choses, t'avouais t'être mal comporté à un moment et tout ça. Comment ça s'appelle? L'émission de Brice Albin, Chin. Voilà. Et moi, ça m'avait déjà surpris et agréablement surpris que tu reviennes dessus et que t'en parles, parce qu'en général, c'est des trucs dont on n'est pas fier, on fait comme si ça n'avait pas existé. Et toi, t'en parles. Donc, j'aimerais bien, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu cette interview, j'aimerais bien, justement, parler de cette période-là. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, t'as assez de recul pour savoir qu'à tel moment, t'as pu être un peu dans un mauvais comportement avec les gens. Ouais, parce que je suis obligé de t'expliquer la suite après le EP. Okay. Je suis obligé de t'expliquer la suite pour que tu comprennes. Oh ouais, très bien. Alors, allons comme ça. C'est-à-dire qu'après, je suis plus animé par les mêmes choses. Je suis animé par la volonté d'aller en studio pour avoir mon avance sur le prochain album. Je suis animé par les choses différentes. Par des énergies différentes. Et que celles qui ont fait que je devienne Pete Bacardi. Bien sûr. Et donc, quand on fait l'album, après, je rentre dans un truc, dans un mood. Le mood du poids des mots. Ouais. Tu sais, il y a un mood dans lequel tu rentres à un moment donné quand t'es faible. Tu commences à rentrer dans des thématiques très fatalistes. Ouais, c'est dur. La vie est dure. Ouais. Si tu rentres dans un truc deep, très sombre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ok.
Pas genre la rue est noire, c'est non, genre des trucs très psychologiquement sombres. Et c'est la direction du Poids des mots, la direction de l'album Le Poids des mots. Mais comment tu fais pour te retrouver dans un truc sombre alors que ta vie, entre guillemets, il y a Parce de la qu'à ce lumière? moment-là, je sens que ça... En fait, je commence à ressentir le déséquilibre entre la rue et tous les trucs mainstream que j'ai eu à faire. Je le sens. Ok. Tu vois, c'est que je peux pas l'expliquer, mais Tu je le gagnes sens. moins d'argent à ce moment-là? J'en gagne toujours. Ok. Pas autant, j'en Ouais. gagne toujours. Je te jure, c'est même pas un problème C'est pas d'argent l'argent. dans l'absolu. Ok. C'est, je sens qu'il y a plus, tu vois, plus de Bacardi, ça met plus l'étincelle comme. Tu vois. Donc je fais cet album-là que des gens jugent très bien, qui est bien, Ouais. mais qui n'est pas l'album que je devais sortir à ce moment-là. Ok. Il y a un morceau que je sors à un moment qui s'appelle Bacardi de première classe. Ouais. Prends ça, mec, je te la donne à lancer. C'est ça. Qui était très, très, très bien. Très, très chaud. C'était Spike Miller? Non, c'était pas Spike Miller, ça? Rodolphe. J'ai oublié le nom de leur groupe. C'est un des cousins de Patou et son gars. Ah l'autre fille, oui. tu vois, Rodolphe et l'autre fille. je me rappelle l'autre fille très qui bien. avait fait la preuve. Ah, incroyable ce morceau. Mais tu vois, c'est Et ça, c'est pour une mixtape, non? Non, même pas. C'est un morceau inédit que je fais. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et il est pas dans l'album? Il est pas dans Et l'album. tu le sors avant l'album? Je le sors avant l'album parce Ok. que quand je finis avec Ghetto Ambianceur, je recommence à aller en studio, etc. Et justement, je suis en recherche de nouveautés, de renouvellement. Et quand ce titre sort, on le sort, donc il y a Couvre-feu à l'époque, La Nocturne, ça passe partout. Je me rappelle même Rimka, il m'appelle, il me dit hey, t'as sorti un truc là, c'est incroyable. Il était chaud ce morceau, vraiment. Mais pareil, je n'ai pas confiance en moi. Donc je n'ai pas confiance en l'impact du titre. Mais ça veut dire, un Rimka, il t'appelle, il te dit, le morceau, il est chaud. Première classe le joue, il y a des bons retours. Ça te donne pas confiance? Tu sais, le manque de confiance là. Ouais. Et je vais pas faire le psychologue de comptoir, tu vois. Mhm. Le manque de confiance, ça te donne la plupart du temps, ça te donne les réponses fausses aux questions que tu te poses. C'est comme une meuf qui n'est pas en confiance. Mhm. T'as beau lui donner les plus belles paroles, t'as beau lui démontrer par A plus B que c'est toi, tant qu'elle n'est pas convaincue de ce qu'elle est fondamentalement, c'est ça, mort. tu vois, tu peux pas en fait. Ok. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que je vois tous ces retours, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à être sûr de moi. C'est fou, ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis sûr de moi par apparence, parce que j'ai une Rolex, j'ai une Mercedes, j'ai une carte Gold, j'ai de l'argent, je passe à la télé. Mais la confiance qu'il faut sans ce matériel-là, je l'ai pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que mes choix à ce moment-là ne sont pas des choix sereins. Ok. Et j'ai le comportement, justement, je commence à avoir un comportement ingrat vis-à-vis des autres. Donc, à un moment donné, il lève le pied aussi. Quand tu dis vis-à-vis des autres, tu parles Jackie, Bendy, Stéphane et Patou. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je commence en mode, ouais, mais tout ça, c'est grâce à moi. Ah ouais. Vous avez rien fait, vous. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une meuf à l'époque qui me parlait, qui me dit, ouais, mais toi, t'es pas un rappeur comme les autres. Tes gars, là, ils sont pas suffisamment forts pour toi. Ah ouais. Faut que tu... Vraiment. Hein. Et ça, là, ce parasite-là, il réussit à faire, à avoir une vie en toi et dans ton environnement si t'as pas confiance en ce que tu es. C'est complètement fou ce que tu dis. Parce que dire aux autres, aux membres de ton équipe, ouais, ou leur faire comprendre, vous avez rien fait, tout ce qu'il y a là, c'est grâce à moi. Pour moi, c'est être sûr de soi. Non, mais en fait, toi, tu me dis que c'est une conséquence du fait que tu sois pas sûr de toi. C'est dingue, ça. Ouais. Parce que si j'avais été sûr de moi, en leur disant ça, derrière, je vais cartonner. Ouais. Et je ne cartonne pas. Ouais. Donc, c'est de la posture. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la posture et j'ai la grosse tête. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je ne suis pas... je suis pas réaliste. Je suis sur un truc. Donc, c'est un mélange. C'est vraiment bizarre, hein, ce que je te dis. Ouais. C'est un mélange de... Ouais, c'est une rosta. C'est d'arrogance. Mais en même temps, le mec, il est pas sûr de lui. C'est fou, c'est complètement fou. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, cet état fait que je n'ai pas la bonne, tu vois, j'ai pas la bonne énergie. Ouais. Et donc, on sort l'album Le Poids des mots et ça marche pas. Il y avait Enfant du ghetto en single avec Jackie. Ouais, mais ça, l'album, il marche. En fait, en tout cas, l'album, il marche. Mais pas comme le premier. Mais pas comme le premier et pas comme Pete Bacardi doit marcher. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et ensuite, il y a la rupture de contrat avec Hostile. Ok. Et c'est ça, là, c'est le début de ma chute.
Ok. Pourquoi? Parce que je vis la rupture de contrat comme la fin de ma life. Et c'est pour ça que j'insiste sur pas confiance en soi. Après, c'est pas qu'une question de confiance. Je sais qu'à cette époque-là, j'ai l'impression, moins aujourd'hui, mais à cette époque-là, quand on te rend ton contrat, t'es vu comme un pestiféré. Mais exactement, mais en quoi la confiance en soi, elle est importante à ce moment-là? Se relever et se dire c'est rien. Parce que on s'en bat les couilles, On en continue. fait. Puisque quand on a commencé, c'était pas là. Il y avait rien, bien sûr. Maintenant, ils sont plus là. Bah, il y aura peut-être moins de moyens, mais on fait comme avant. Ouais. C'est pour ça que je te dis, la confiance en soi, la confiance en soi, elle est importante. Et c'est en ça que moi, j'ai eu mon déséquilibre. Et la confiance que je n'ai jamais eue, faut savoir que, et ça, là, je me suis connu à travers ces épreuves. Moi, j'ai pas eu d'âme. J'ai pas eu de maman. Ouais. Elle est morte, j'avais 9 mois. Mon père, j'ai pas vraiment vécu avec. Donc, si tu veux, il y a quelque chose là. La construction de la confiance en soi, c'est quand il y a un équilibre parental. Bien sûr, c'est important. C'est très important. Quand on te dit je t'aime, quand on te dit t'es le meilleur, quand on te dit tu vois ce que je veux dire? Relève-toi. Quand un homme ne pleure pas. Toutes ces choses-là. Ouais. Ce sont des choses que j'ai eues, mais comme ça, là, tu vois, ça n'a jamais été dans un mode où j'ai mes parents et je me construis avec. Ouais. T'as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. Et ça, je l'ai compris quand mes frères, mes amis ont commencé à avoir des enfants. Et j'ai compris quand je les vois procéder, je les entends parler à leurs enfants, je comprends que c'est ça qui fait que j'en arrive à ce manque de confiance. Tu vois. Je vois. Donc c'était un truc profond, c'était même au-delà de la musique. Bien sûr. C'était au-delà de ce qu'on pouvait considérer à ce moment-là comme rupture de contrat. C'était vraiment quelque chose de, tu vois, d'intérieur. C'était dedans, quoi. Tu vois. Il fallait que je règle. Je vois très bien cette problématique, tu vois. Et toi, à quel moment tu t'es aperçu, t'as reconnu que ton comportement avait changé? Parce qu'au moment où t'es arrogant, tout ça, tu le sais pas en vrai. Ouais, je tu le vis, le truc. Ouais, je le vis. Toi, c'est à quel moment que tu te rends compte? Parce que pour pouvoir en parler en interview, c'est qu'il y a un moment où tu t'en es rendu compte. Ouais, déjà, il y a... Donc, je pars je décide de faire Empire. Ouais, donc ton label. Mon label. Mais je confonds construire un label et gérer un label. Ouais. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je me dis, tu sais, à ce moment-là, il y a aussi une sorte de naïveté parce que tu regardes les Quinry, tu dis, ouais, Jay-Z, il a cartonné, donc il a son label. Donc, ouais, moi, je suis Pitch, je cartonne en France, donc si j'ai mon label, ça, tu vois, pareil. Tu vois, ça fait là, pareil, sauf que c'est pas ça du tout. Ouais. Et pourtant, j'étais producteur chez Première Classe, mais j'étais pas vraiment aux affaires. Ouais. J'étais producteur sur les papiers, tu vois. Et donc, je crée Première Classe, je crée Empire Company. Benji, il m'appelle, il me dit, Pete, fais pas ça. Ah ouais. Il me dit, fais pas ça, Pete. Ne fais pas ça. Ne crée pas ton label. Reste avec nous. C'est vrai, il y a des galères, mais reste, on va trouver des solutions. Je dis non. Et tu vois, quand t'es convaincu par la bêtise, t'as toujours un argument pour la justifier. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et il me dit, je t'aurais dit, frangin, ne fais pas ça. C'est dur, ne le fais pas. Et donc, je fais ça. Ok. Et rien ne marche. Qu'est-ce que tu sors sur ton nouveau label? Tu sors tes mixtapes? Je sais que t'as des séries de mixtapes. Ouais, je sors une série de mixtapes, mais c'est tu vois, petit succès pour ceux qui l'entendent. Ouais. Je sors un album Juste Moi. Ça marche pas. Mais tu produis pas d'autres artistes dessus? Non, je produis pas à ce moment-là d'autres artistes. Non. Et c'est pendant cette période-là que je comprends, en fait, que j'ai la plus grosse leçon de ma vie. Et surtout, je peux pas revenir en arrière. Bah ouais. Parce que le comportement que j'ai eu avec les refrains, je les appelle refrains parce qu'ils auraient pu me tourner le dos. Aujourd'hui, on est toujours là, donc c'est les refrains plus que des amis, tu vois. C'est clair. Et je comprends, si tu veux, et c'est ça qui est de magique dans la vie, c'est que quand tu te manges, il y a des choses que tu vis et t'as des flashs. Ouais. Bien sûr. Tu te retrouves face à une situation et t'as un flash d'un comportement que tu as pu avoir avec, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que je comprends que je ne peux pas faire marche arrière. Ouais. Donc, la solution, c'est moi-même. Mais gros, je te dis que je suis rentré dans un truc parce qu'il fallait que... Et j'ai aussi compris qu'il fallait que je règle mon problème de confiance en moi. Ouais. Parce que Stéphane, par exemple, Jiggy,
Tu sais, quand t'es jeune, tu dis des choses même violentes. Ouais. Mais dans ces choses violentes, il y a la vérité. Mhm. Et Stéphane, il me disait souvent ça. Il appuyait sur le truc de, ouais, mais je vais te donner un truc, un terme qu'on dit en cité, ouais, t'as pas de couilles. Ouais. Tu vois, Mhm. pour manifester, tu vois, parce que ça, en fait, ça frustrait tout le monde. C'est-à-dire, il savait que j'étais chaud, Mhm. mais il sentait que je prenais pas le taureau par les cornes. Ouais, il tu te vois. manquait ce quelque chose. Il manquait ce quelque chose. Et donc, il a fallu que je trouve en moi le moyen de marcher torse bombé, tu vois, torse bombé, ouais, c'est moi. Ok. Mais ça, c'est un truc douloureux parce que tu dois accepter. Déjà, je devais accepter que la situation dans laquelle j'étais n'était due qu'à moi. Ouais. J'ai fait une dépression. Mhm. J'ai fait une année, du 1er janvier au 31 décembre, je suis pas sorti de chez moi. C'est pas vrai. C'est la vie de ma mère. Je suis pas sorti de chez Non, moi. mais attends. Faut bien manger. Faut bien faire des courses. Faut bien... C'était, quand je dis je suis pas sorti de chez moi, c'est que Tu faisais même ces ça, petites là, choses. je crois que c'était c'était, en fait, je crois, je commandais des trucs, quoi. Ok. Tu vois, c'est le Mais genre tu de voulais truc. pas Tu vois, croiser des gens. dans les films, là, quand tu vois un mec, sa maison, il y a des sacs partout, Ouais, des trucs, ouais. c'était ça, la barbe, tout ça, c'était ça. Ah, t'étais vraiment... Je vivais dans un appartement, j'avais plus d'argent pour payer le loyer, huissier, ils sont venus, ils ont pris mon salon, et je suis rentré dans un truc comme ça. Ah ouais. Mais j'avais été tellement vache avec beaucoup de personnes que Ouais. je ne voyais plus qui Allez t'aider. allait m'aider, Ouais. tu vois. Après, quand j'ai réussi, j'ai comme recommencé à lever la tête, il y a Anelka qui est truc. Mhm. Mais il y a une personne qui m'a aidé à gérer ça. C'est Oumar Samaké. Mhm. Tu vois, parce qu'Oumar, il fait partie de ces jeunes-là qui étaient fans de ce que je faisais. Ok. Et je sais plus par quel biais on s'est rencontrés. Et Il était pas en stage, un truc chez PC à un moment? non. Non? Non. Je l'ai connu par Marginal. Ok. Je l'ai connu par Marginal. Mhm. Et c'est un mec, quand il est arrivé, déjà, le caractère qu'Oumar a aujourd'hui, Ouais. c'est le même. C'est-à-dire que quand j'ai connu Oumar, sa grande gueule, justement, son nez. En fait, ce qui m'a scié chez lui, c'est que. Ce qui m'a scié, pardon, chez Ouais. lui, c'est que. Il était. Mais frère, il était trop sûr de lui. Mhm. Mais tu vois le paradoxe, c'est-à-dire, moi, je suis Ouais, Pete Bacardi. ouais. La T'as Rosta, fait des choses, j'ai fait tout. des choses, machin. Et t'as un mec comme ça de cité Mhm. qui a juste sa personne. Voilà. Et avec sa personne, il dit, hey, moi, là, Ouais. je vais tous les baiser. Son discours qui m'a tenu la première fois que je l'ai vu, quand tu le vois aujourd'hui, c'est le même. Et c'est Fort. lui qui tu vois, il m'a remis dans quelque chose. Il m'a dit, hey, Pete, t'es fou, toi. Mais t'es fort, tu sais même pas. Mhm. Les autres, là, mais tu vois, donc, mais j'étais dans mon process, ce qui fait que quand il arrive, Mhm. parce que tu me posais la question tout à l'heure, Ouais. comment Rimka t'appelle Ouais. et il te dit truc, comment t'arrives pas? Ouais. Parce qu'à ce moment-là, je subis les choses. Mais étant donné que je suis dans mon process, Mhm. petit à petit, je recommence, Tu te reconstruis. je me reconstruis. Mais c'était douloureux. Et Hein. du coup, les paroles d'Oumar, Les paroles elles d'Oumar sont les bienvenues à ce moment-là. elles sont les bienvenues à ce moment-là. Ok. Et je recommence. Sauf que le succès, c'est une dynamique d'ensemble. Ouais. C'est une énergie. Ouais. C'est une énergie qu'il fallait recréer. Ouais. Je vais te raconter une anecdote Mhm. avec Cor. Mhm. À l'époque où je suis première classe, secteur A, que ça marche, Ouais. il y a Cor et Scalp, ils travaillent ensemble. Ouais. Ils viennent au bureau première classe qui était à Épinay et disent, ouais, on veut rencontrer Pete et tout, on veut signer chez vous. Il y avait des négociations qui commençaient Mhm. à se faire avec. Et ils disaient, mais ils voulaient me voir parce que, tu vois, j'étais la figure rap du label et ils voulaient me rencontrer. Et on m'appelle, je suis sur les champs. Je dis, ouais, vas-y, je vais les checker plus tard. Vas-y. Tu vois. Et ils insistent. Je dis, ouais, je vais les checker plus tard. Je crois qu'on a un rendez-vous où je suis très, genre en mode, ouais, je les petits, j'ai pas le temps. T'es là, mais tu les écoutes pas. Je Ouais. l'écoute pas. Mhm. 2 semaines après, Cor, il signe avec Luc Besson pour Taxi. Taxi. Mhm. Tu connais la suite. Ouais. Gros succès. Voilà. Pourquoi je te raconte cette anecdote, c'est pour t'expliquer comment je comprends comment je devais régler les choses pour déjà être en confiance et redevenir Pete Bacardi, même si c'est pas avec un album sorti, mais Ouais. de continuer de faire les choses. Ouais. C'est pour ça que je te raconte cette anecdote. Donc, franchement, je n'ai pas son avis, mais je pense qu'il a senti le mépris que je lui ai envoyé Ouais. ce jour-là. Mhm.
quand je commence à bosser avec Oumar, il me dit, on va revenir sur tout en arrière et tu vas faire amende honorable à tous les gens que tu as eus sur ton chemin et que tu as eu à mépriser. Il me dit, parce que tu ne pourras pas réussir si les gens sont fermés. Bien sûr. Envers toi. C'est pour ça que je te parlais d'énergie et de... Et tu l'as fait, ça? Ouais, je l'ai fait avec corps. Tu lui as parlé? On est parti à son studio. Oumar, il fait le rendez-vous. On arrive à son bureau, il avait des studios à Saint-Denis. La plaine Saint-Denis, ouais. Oumar, il dit, ouais, on est là. Il dit, ouais, j'arrive. Il part d'un bureau à un autre. 1 heure après, je suis encore assis. Quand il sort du truc, il dit, ah ouais, vous étiez là? Ah, je t'avais oublié. Attends, je finis. Oumar, il me regarde, il me dit, t'as compris, non? Il me dit, viens, on y va. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je comprends? Je sais pas si c'était son intention, mais je comprends que la roue a tourné et l'acte que j'ai eu à lui poser, je me retrouve dans la même situation. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je me retrouve dans la même situation. Et c'est là où je comprends que merde. Ok. Ah ouais. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Ok. Mais lui, là, en fait, c'était, si tu Lui, veux, c'est une réponse. lui, c'est une réponse. C'est pas méchant, entre guillemets. Tu comprends Lui, ce que je veux dire? C'est ouais. juste que, j'ai dit, ouais, mais c'est toi à l'époque, là. Ouais. Maintenant, t'as vu, toi, t'es plus rien, moi, je suis quelque chose. Donc, tu vas attendre. Ouais. Mais ça t'a servi. T'as compris. Ça m'a servi. Ouais. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre. Et c'est ça qui me permet de faire l'interview que je fais. Ouais. Parce qu'il y a plein. Et je vais pas parler d'humilité. Parce que l'humilité, j'ai souvent tendance à voir ça comme de la pseudo-hypocrisie. Je vais pas parler d'humilité. Ouais. Mais il y a une conscience que j'ai à ce moment-là qui me fait comprendre que je dois accepter tous les mots MAUX que j'ai eu à causer. Et les prendre pour moi. Ouais. Et quand tu vois, c'est comme si tu te... Ouais, tu t'auto-flagelles. Tu t'auto-flagelles. Et donc, la douleur de ça, là. Mais t'es obligé de passer par cette douleur pour la tuer et renaître. Ouais. Et donc, repartir sur de nouvelles bases. Ok. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait. Et toi, justement, tes nouvelles bases, ça va être quoi? Parce que je sais qu'à un moment donné, on me dit « Ah, pitié, puis là, il vit au Cameroun. » Ouais. C'est à quel moment de ta carrière tu décides de partir au Cameroun? C'est... Et pourquoi? Donc, je t'ai dit, donc après, donc il y a la rencontre avec Oumar, qui est très importante. Ouais. Mais pareil, comme on n'est jamais vraiment soigné, je fais aussi... je m'embrouille avec Oumar. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de Nicolas Anelka, qui t'a aidé voilà, aussi. Parce qu'on s'est rencontrés par le biais de nos arts respectifs et on s'est liés d'amitié. Et un jour, il me dit ouais, parce qu'il voit que tu vois, c'est pas la forme, tu vois. Il me dit, je ne peux pas être la personne que je suis. Tu peux pas être mon ami et tu galères en fait. C'est pas possible. Ouais. Donc il me dit, de quoi as-tu besoin? Donc je lui dis, il me dit, ok. Wow. Voilà, je veux faire Empire Compagnie, je veux faire ça. Il me dit, ouais, vas-y, ok, je vais te donner les fonds. Ah, ok, c'est lui qui t'aide à monter ton label. C'est lui qui monte à monter mon label. Un soir, il rentre d'un rassemblement de l'équipe de France et je crois qu'ils ont eu leur prime. Et donc, il vient avec 2 queues. Il me dit, vas-y. On dirait un film mafieux, ton histoire. Il me dit, vas-y, tiens, commence. Donc, il t'a donné sa prime de l'équipe de France. Ouais, tu as l'argent de la FFF, mon gars. C'est incroyable. Il me donne ce cash-là, il me dit, vas-y. J'ai confiance en toi, vas-y. Et donc, on fait les trucs, mais pas complètement soignés. Ouais. Ça, c'est censé t'aider à relever et marcher. Mais j'ai toujours certains travers. T'as des blessures encore. J'ai encore des trucs où je gère pas bien les choses. Ouais. Et il met beaucoup d'argent. Ah ouais. Mais il n'y a pas de résultat. Il y a une anecdote même, on va à l'hôtel Coste. À l'époque, Skyrock, tu vois, fait la pluie et le beau temps. Bien et sûr. donc, on réussit à caler un dîner avec Laurent. Il y a Nico. Donc, Laurent Bounot. Ouais, Laurent Bounot, Doug, son manager, Tatiana, ma cousine avec laquelle je bossais à l'époque. Nico, ça le saoulait, en fait. Il m'avait dit, Pete, je le fais pour toi, mais tu sais que moi, ce genre de choses, j'apprécie pas. Et donc, ça parle et tout, donc de rentrer les titres en radio. Et ça parle. À un moment donné, il dit, ouais, mais on parle trop, là. Ça coûte combien ta radio, en fait? Nico! Et il dit, ça coûte combien ta radio, en fait?
Et là, Laurent, il recule comme ça. Moi, je le témoigne. Qu'est-ce que tu fais, vrai? Non, parce que ça l'avait saoulé. Genre, vas-y, tu parles beaucoup, donne-moi le prix, j'achète ta radio, comme ça, on fait. On rentre les morceaux, c'est réglé, on rentre chez nous. Et après, tu vois, l'autre, il a fait, il a sorti une petite esquive. Après, Nicole a dit, bon, vas-y, moi, je bouge parce que ça me saoule, tu vois. Et ça, c'était pour la petite anecdote. Donc, voilà, mais il y a rien vraiment qui sort de bien de ça. Ouais. Parce que, tu vois, j'ai pas... Je pense que je suis toujours dans le le processus de reconstruction. Et je suis confronté pour une fois seul face à la production, donc les choix que je fais ne sont pas les meilleurs. Et puis c'est important de dire que il y a des nouveaux artistes. Il y a des nouveaux artistes, le temps passe. Il y a des nouvelles tendances, il y a plein de trucs, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un moment où, tu vois, j'ai une discussion avec sa femme qui me dit, ça peut la pas femme être... de qui? De Nico. Ok. Tu vois. Parce que on est vraiment proche. Et elle me dit mais là il va falloir trouver des alternatives pour que ça marche parce que ça fait beaucoup d'argent qui sont dépensés dans le projet. Et c'est là où je vais au Cameroun, j'en compte X Malea. Et j'ai un coup de cœur artistique. Donc sur l'album justement que je produis qui ne marche pas, il y a un titre à eux que je mets. Ok. C'est comme ça que, tu vois, je commence à les côtoyer. Et c'est ça qui accélère mon retour au bled. J'avais pas prévu d'y aller, mais quand j'y vais et que j'ai fait cette rencontre, ça me donne... Mais t'as envie de quoi à ce moment-là? De les manager, de les produire? Non, de les produire. Ok. De les produire parce qu'il y a un moment où je me rends compte que Pete Bacardi en rappeur, c'est dead. Ok. Ça, c'est très fort ce que tu dis parce que, en général, on l'accepte pas, ça. Ouais, non, mais en fait, c'est pour ça que je te dis que dans le process qui a été le mien, c'était hyper douloureux. Parce que c'est très, très dur, ça. Tu vois, ça veut dire que t'es vivant, mais tu dois faire le deuil de toi-même vivant. C'est un truc de fou. C'est ouf. C'est un truc de fou. Mais je n'ai pas d'autre alternative parce que je peux m'entêter et dire, je veux sortir des projets. En plus, la chance que j'ai un petit frère qui s'appelle Dossé qui démonte tout. On va en parler, Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis, tu vois, c'est pas que je ne sais plus rapper. Je ne peux pas rapper, mais je ne peux pas rapper pour ne pas être Pete Bacardi. Ouais. Je peux pas rapper pour qu'on dise le mec il a sorti un truc. Tu vois les rappeurs qui sortent, les anciennes gloires un peu déchues qui sortent et qui essayent. Qui essayent de faire les jeunes. Qui essayent. Et justement, quand je commence à gagner confiance en moi, je sais que ça là, je dois pas le vivre. Tu veux pas. Je veux pas. Ça, tu vois, je commence à avoir mes certitudes et je sais ce que je ne veux pas. Et ça, là, je veux pas qu'on me voit en mode, mais lui, c'est un souffrant, lui. Je veux pas. Je vois. Et donc, à ce moment-là, je décide d'être producteur. Ok. Pourquoi? Parce que je comprends que la position de producteur, c'est une position de faiseur d'homme. Ouais. Et quand t'es un faiseur d'homme, t'as du pouvoir. C'est clair. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est comme ça que je décide. Parce que en tant que Pete Bacardi, quand je t'échange, j'en ai du pouvoir. Et là, j'en ai plus. Et je suis en quête de reconquête de pouvoir. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi pour toi-même. Exactement. Mais qu'est-ce qui va être différent du moment où tu crées Empire, où Benji te dit fais pas ça, du moment où la femme de Nicolas Nelka dit va falloir trouver des solutions. Là, tout d'un coup, t'es avec ce groupe X Malea, tu veux les produire. Qu'est-ce qui va être différent? Qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci, ça va bien se passer? Tu connais le principe de genre, t'es dos au mur et t'as pas d'autre choix que réussir? Okay. C'est ça. Là, à ce moment-là, t'es c'est que dos ça. au mur. Ok. Je suis dos au mur. Puisque le dernier Joker que j'avais, c'était Nico. Ouais. Il y a personne au monde qui allait se lever, que je connaissais, qui allait se lever et me donner du bif pour que je puisse faire grossir mon business. Donc, je suis dos au mur. Wow. Donc, il y a que moi et moi, en fait. Et je dois trouver les solutions. Et c'est pas évident ce que tu vas faire, en fait, parce que t'es dos au mur, mais tu vas produire un groupe du Cameroun. Si t'es pas en mode tu sais j'ai trouvé la nouvelle pépite en France, à Paris. Là, c'est au Cameroun. Mais tu sais que les mecs, quand tu regardes bien, les mecs qui réussissent, ce sont les mecs qui font les paris les plus... les plus compliqués, les plus compliqués. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que la logique, c'est ce que tu dis. Si trouver un mec... à Paris, tu vois, ou bien la même nouvelle produire sensation. Mon petit frère qui est en train de monter. Tout simplement. Mais t'es habité par quelque chose. Faut être habité par quelque chose. À ce moment-là, je suis habité par quelque chose. Et c'est pas du rap. C'est pas, ça aussi. Écoute bien. Faut dire. Tout mon entourage me dit, tu vas dans le mur. Les mecs, ils chantent pas en français. Ouais. C'est pas du rap. C'est au Cameroun.
c'est en langue. Ouais. Donc, il y a que des drapeaux rouges. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais. qu'il n'y a rien qui va. Ouais. Il n'y a rien qui va. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'y vais. Ouais. Mais il y a un élément qu'ils n'ont pas. C'est Mhm. que là, j'ai confiance en moi. Mhm. Comparé aux années d'avant. Là, je suis Tu t'es sûr de reconstruit. moi. Ouais, je suis Ça y est. sûr. C'est-à-dire que les mecs, ils me parlent. Mhm. Mais je suis sûr de moi. Mhm. Je sais ce que j'ai ressenti et je vais tout niquer. Ok. Et ça a été le cas. Incroyable. Donc, X Malaya, ça s'est super bien passé. Ouais. Ok. Ça se passe mal à la fin parce qu'il y a séparation. Ouais. Mais sur Quand vous avez la bossé, production, ouais, ça se passe bien. ça s'est super bien passé. Très bien. En tout cas, au niveau des résultats. Tu vois, au non, niveau de c'est- l'impact. C'est de ça qu'on parle. Bien sûr. C'est de ça qu'on parle. Très bien. Et ça va t'amener ailleurs. Ouais, ça m'emmène. Après, je produis Magasco, Mhm. un artiste anglophone pareil, qui Ouais. est truc. Après, je produis une chanteuse qui s'appelle Mimi. Mhm. Et je produis des trucs qui s'appellent Power au Cameroun, où c'est le même principe que Première Classe. Où Ok. je prends des artistes différents, je fais des titres avec eux, ça Ok. cartonne. Mhm. J'organise des concerts. Mhm. Je deviens producteur de concerts au Cameroun. Je Et produis- cette fois-ci, bénéfice. Pas comme la date à Nantes. Ouais, pas comme la date à Nantes. En tout cas, pas bénéfice pécunier, parce que c'est Ouais. très compliqué l'écosystème Ouais, je sais. au Cameroun. Système de sponsor, tout ça. Exactement, mais Mhm. en image Ouais. de marque, Ouais. c'est juste incroyable. Beat est important. C'est important. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Et ça m'emmène, à ce que je suis aujourd'hui. Donc, on peut parler aujourd'hui Aujourd'hui, t'as un poste chez Universal Music Africa. voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que Quel poste exactement? Je suis Et dis-nous ouais. comment ça arrive. je suis directeur du label et publishing. Donc, Ok. c'est moi la musique au sein d'Universal Music Africa. Ok. Comment ça arrive? Comment ça arrive? En fait, quand je suis au Cameroun, là, quand je fais mes projets, mes différents projets, Mhm. il y a Black Ken qui intègre Universal en tant que chef de projet. Mhm. Et dans la prospection d'artistes, il vient au Cameroun. Et Ouais. il vient me check. Mhm. Et quand il me check, j'ai la réaction de rappeur. Ouais, ben lui, là, parce que en tant que rappeur, Mhm. je lui donnais pas ses lettres de noblesse. Ok. Tu vois, tu connais l'époque de quand Ouais. t'es d'une équipe, ouais, mais l'autre, Ouais, elle ouais. est pas chaud, tu vois. Mhm. Donc, ma première approche, c'est une approche en tant que rappeur. Mhm. Et il vient me parler. Mhm. La manière dont il me parle. Il dit, tu sais que toi, je t'insulte fort, moi. Mais Attends, qui dit ça à qui? moi, je dis ça à Black Ken. Oh merde. Quand le rendez-vous finit, je lui dis, tu sais que toi, là, mais je tiens je te respecte. Mhm. Parce que je sais que tu sais. Mhm. Mais le respect qu'il m'a montré ce jour-là, Mhm. je ne pouvais pas ne pas lui dire ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Lui serrer la poigne et lui dire ouais, respect. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est comme deux joueurs. Ouais. Tu vois, il y en a un qui dit ah, mais l'autre, il est claqué. Le claqué, il vient voir le show en lui disant ouais, si aujourd'hui je fais du foot, C'est grâce à c'est toi. grâce à toi. Tu vois, si le mec, il est con, il va rester sur sa connerie, mais s'il Ouais. a un peu de À un moment, tu de peux pas. jugeote, tu Oui. dis ouais. T'es obligé laissons de le le truc. prendre autrement, Et bien voilà, sûr. et donc la personne, tu l'abordes différemment. Bien sûr. Donc ça a été mon premier contact Contact avec lui. avec l'environnement universal. Ok. Ensuite, il y a eu un mec qui s'appelle Moussa qui était directeur, Patou, qui travaillait chez Universal Ok. aussi. Donc, Pas toute première pas classe. toute première classe. Mhm. Donc il y a un moment où, pareil, j'ai eu une traversée du désert au Cameroun. Mhm. Et Patou, il me dit, vas-y, viens. Il y avait une soirée Universal à Douala. Ouais. Je venais de finir un concert où j'avais perdu énormément d'argent, donc je l'ai appelé pour aller chez lui. Mhm. Moi, j'étais à Yaoundé, lui était à Douala, donc j'ai dit j'ai besoin de me ressourcer, donc je suis parti chez lui. Mhm. Et il me dit ouais, il y a une soirée Universal. J'ai dit vas-y, j'ai pas envie de venir, laisse tomber, Ouais. machin. Il me dit vas-y, viens, ça va te faire du bien. Et donc quand je vais à cette soirée-là, Moussa il me check et il me dit ouais, t'as vu, j'aimerais bien bosser avec toi chez Mhm. Universal parce que je vois le travail que tu fais en Afrique et Universal, on a besoin de tu vois, de matière grise comme ça pour faire avancer le schmilblick. Donc, il a un discours qui me satisfait et je lui dis, vas-y, c'est là où je signe un deal licence avec Universal. Donc, ton label Ouais, mon label, c'est en licence chez Universal. Music Africa. Ok. Ensuite, Moussa part et Franck prend la direction de Franck, c'est Black Ken. Black Ed, ouais, Mhm. excuse-moi, ouais. Franck, c'est Black Ed. Mhm. Et donc, Black Ed, il m'appelle, il me dit, écoute, là, je suis le patron et je te voudrais à cette place, le directeur Mhm. du label. C'est comme ça, en fait, que ça se fait. Ok. Ouais.
Donc le respect, il avait vraiment pour toi. Le respect, il avait vraiment. C'est-à-dire, il a gardé dans un coin de sa tête. Jusqu'au Ok. bout, jusqu'au Pete, bout. il fait ses choses au Il fait ses Cameroun choses, un ouais. jour, s'il y a moyen. Et voilà. Et c'est ce qu'il m'avait dit quand on s'est vu. Il m'a dit, Ok. si jamais, moi, j'ai la possibilité, j'aimerais que tu travailles avec nous. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ça arrivé, ben, c'est ce qu'il a fait. Ok, cool. Donc là, au moment où on parle, c'est ça ta fonction Ouais, première. aujourd'hui, c'est ma fonction première. Ok. Et j'ai aussi, j'ai monté un salon avec un ami et frère. Et Un salon de coiffure. Non, un salon de quoi? un salon Faut qui s'appelle préciser. le CIMA, Ok. salon des industries des musiques d'Afrique, Ok. parce que on doit apprendre le métier sur le continent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, il faut mettre des plateformes qui permettent à ceux qui en ont la volonté et l'envie d'apprendre, Mhm. d'être en face des personnes qui ont fait ce business ici, Mhm. en Afrique aussi, Ouais. ce qui permet de créer une sorte d'écosystème de professionnels, tu vois. Bien sûr. Et donc, Et que les gens comprennent où ils sont, quoi. exactement. Parce que justement, tout à l'heure, tu parlais de cette période où tu étais chez Time Bomb. Et, oh, Stéphane, on parle de lui depuis tout à l'heure. Il est là. Si c'est pas incroyable, ça. Donc, je disais. Les surprises du DI. C'est incroyable. Donc, on parlait de. Je dis bonjour, Stéphane. C'est Ça va, Stéphane, quoi. faut expliquer que c'est Stéphane de première classe. Qui est là. qui est là. Bien, la forme. Il est là, il vient de nous rejoindre en plein cours, comme ça, c'est cool. Donc, je disais tout à l'heure, tu nous parlais de cette période où tu étais chez Time Bomb, où tu comprenais pas trop ce que tes producteurs de Time Bomb faisaient, et Ouais. tu disais que aujourd'hui, maintenant que tu es chez Universal Music Africa, tu comprenais. Ça veut Ouais. dire que il y a des artistes qui se plaignent, qui sont pas contents de certaines choses. Ouais, les artistes se plaignent tout le temps. Les Mhm. artistes, en fait, c'est très vache la relation producteur-artiste. Ouais. La plupart du temps, quand ça marche, c'est eux. Quand ça marche pas, c'est la faute du producteur. C'est ça. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? J'ai vu des interviews dernièrement d'artistes qui, tu vois, le principe de contrat. Ouais. Des artistes qui disaient, ouais, lui, il a pas été cool. Il m'a banané. Bref, Mhm. c'est quelque chose, c'est un environnement où, une fois de plus, ce sont les émotions Mhm. qui prennent le dessus sur la logique de business. Parce que Ouais. dans le business, il faut une froideur Bien sûr, pour apprécier les choses telles qu'elles sont réellement. bien Quand sûr. on te propose un contrat, un mec qui te propose un contrat, c'est la base. Mhm. Si moi je te propose un contrat, c'est un contrat qui est à mon avantage. Bien sûr. Ça, Ouais. et c'est pas que je veux t'escroquer. Non, c'est la vie. parce que le principe du business, c'est que quand tu fais du business, c'est pour gagner. Bien sûr. Donc, quand moi je te propose un contrat, Mhm. les clauses que je mets de prime abord Ouais. sont des clauses pour que je gagne. Bien sûr. Même si tu gagnes, mais que je gagne. Bien Ça, sûr. c'est la première Ah, chose. hein. La deuxième chose, quand tu signes un artiste, Mhm. tu le signes en fonction de sa valeur au moment où tu le signes. Bien sûr. Et la plupart du temps, quand on signe un artiste, sa valeur marchande, c'est zéro. Il a sa valeur artistique, Ouais. mais sa valeur marchande, c'est zéro. Donc, Mhm. le contrat qui t'est proposé au moment de ta première signature n'est pas le même contrat qu'on va te proposer si tu as bien vendu Bien sûr. C'est des normal. milliers d'albums. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, ce sont les différentes problématiques qu'on peut rencontrer, nous, aujourd'hui. Je dis nous en tant que produit, je dis nous parce qu'on est plusieurs producteurs. Et bien expliquer aux artistes que, comme tu l'as dit, t'es producteur, tu proposes un contrat qui est en ton avantage, Ouais. et c'est à l'artiste de ramener son avocat Et c'est à de faire l'artiste- une Et c'est à contre-proposition pour l'artiste que de ça négocier devienne le aussi à son contrat, avantage, bien sûr. voilà, pour qu'il soit à son Et avantage. en vrai, tout est normal. Tout est normal. Il y a jamais, et tu sais, le contrat proposé à son avantage, le producteur qui propose un contrat à son avantage, après, il y a des gens malveillants partout. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais le contrat qui est proposé à ton avantage, Mhm. ça veut pas dire que c'est à ton désavantage. Non, pas obligatoirement. Tu comprends ce que je veux Oh, dire? bien sûr. C'est ça la nuance qu'il faut souvent Ouais. apporter quand les artistes se plaignent. Et là, ce qui est fou, c'est que c'est un art, parce que je serai un artiste toute ma vie. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que maintenant que je suis de l'autre côté Mhm. de la barrière, Mhm. j'ai cette lucidité sur ce principe de négociation contractuelle. Ouais. Chose que j'avais pas à l'époque de Time Bomb, par exemple. Ouais, ouais. Je sais pas s'il y a des souvenirs de ça, si c'est première classe, j'ai eu à remettre en cause un contrat, Mhm. mais ça, là, il faut que les artistes puissent le comprendre. C'est ça. Tu vois, c'est pas parce que c'est à mon avantage que ça c'est à ton désavantage. Et ton Mais- salon, il faut qu'il serve à ça. Mais c'est à ça que le salon, il sert. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. À expliquer Mhm. que c'est comme les bases même, en fait, de notre business. Ouais, Tu vois ce que bien je veux sûr. dire? Donc voilà. Ah, très bien. Et j'aimerais qu'on parle un peu de Dossé qu'on a reçu ici. Ouais. Dossé, il nous a raconté
cette histoire incroyable où tu sais même pas qui rappe et tu fais écouter des trucs et voilà. Ouais. À partir du moment où tu sais qu'il rappe, tu le vois évoluer, il fait ses trucs et il y a un moment quand même charnière dans sa carrière. C'est quand même le moment où il croise la route de Booba. Ouais. Un mec avec qui toi t'as commencé à l'époque de Time Bomb. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, toi, tu parles à Booba, vous avez Non. une discussion à propos de ton frère? Non, jamais. Jamais. Non. Tu laisses tout se faire naturellement. À aucun moment t'interviens ou quoi? Ouais, en fait, j'interviens sur j'interviens sur la vie de Dossé parce que je suis son grand frère. Mhm. J'interviens dans sa carrière en tant que conseil. Je me suis toujours interdit de le produire. Mhm. Pour la simple et bonne raison, tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, que j'étais pas en mesure d'avoir la force de produire mon petit frère. Ok. J'aurais pu le faire. Ouais. C'est pour ça que quand tu m'as posé pourquoi X Malaya, alors Ouais, que ouais. c'est que ça allait être trop compliqué, je pense. Mhm. Tu vois, ça allait être trop compliqué de produire mon frère, sachant que là, on parle de sentiments et d'émotions à 2000%. Ouais, bah oui. Tu comprends Là, ce que je veux dire? Ah, là, c'est compliqué de pas avoir d'émotion. C'est très compliqué. Ouais. Et donc, je pouvais pas produire mon petit. J'ai perdu le fil de la question. Non, c'était par rapport à Booba, savoir Ok. si tu t'étais Donc, en contact avec ouais. Booba, genre, ouais, Voilà. c'est mon frère, Ça, donc, c'est- ça, faites ça c'est- bien, ça, ou voilà. truc, tu vois. Un Ça- truc qui aurait pu se faire, hein. Ouais, qui aurait pu se. Donc, voilà, maintenant que tu m'as rappelé la question, ça, c'était pour t'expliquer pourquoi je n'intervenais pas de manière directe dans sa carrière. Donc, Ouais. du coup, quand il commence à bosser avec Booba, Mhm. mais je suis juste je suis juste un conseil. Ouais. Je suis un conseil comme, Ouais. tu vois, un grand frère peut l'être à travers un petit frère et qui a eu une carrière, qui a eu un parcours, qui le Ouais. conseille en disant, mais là, techniquement, il n'y a pas de conseil à donner. Mhm. Sachant que, bon, les voyants sont verts pour lui, Booba à cette époque, il est ce qu'il est, et donc ce n'est que bénéfique pour lui. Donc, il n'y a Ouais. pas vraiment de Ouais. choses à dire Mhm. à ce sujet-là, tu vois. Ok, non, moi, c'est juste comme, je sais que vous vous connaissez bien. Ouais. Je me Non, rappelle, mais je me rappelle d'un concert à Sarcelles où Lunatic devait venir à ce festival et que Ali pouvait pas venir ce jour-là. T'étais venu avec Booba. Ouais, j'étais venu avec Booba. Ouais. T'étais monté sur scène avec lui. Ouais, ouais. Vous étiez dans des grands Lacoste. Ouais. Je Non, me non, mais rappelle. après, Donc c'est ça, je sais que. ouais, il y a ce truc. on était connectés, mais après, tu connais, la vie, elle a fait que. Ouais. Bien sûr. Ouais, Pete Bacardi, le rappeur. ouais, Moi, je suis tombé sur une vidéo où t'es au bureau là-bas ouais, et tu fais un freestyle quand même. ouais. Il y a des choses qui vont se faire un jour, il y a un possible retour même pour s'amuser ou quoi. En fait, je vais pas parler de retour. Ouais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on est artiste toute sa vie. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? On est artiste toute sa vie. Donc, j'enregistre des titres. Ouais. Ah, t'enregistres. Ouais, j'enregistre des titres. Ok. Et dernièrement, on a sorti un artiste qui s'appelle Sissoul. J'ai posé un couplet dessus. Ok. J'avais sorti il y a quelques années, 3-4 ans en arrière, un projet avec l'artiste Magasco que je produisais. Mhm. Il m'arrive de poser là, par exemple, le freestyle que tu m'as vu faire, Ouais. c'était pour amorcer une série de freestyle qu'on fait avec Def Jam Africa qui s'appelle Vendredi 16. Mhm. C'est vraiment un truc que, voilà, histoire. On l'a mis parce que c'était pas l'intention première, mais on l'a mis parce que l'énergie, elle était bonne et on s'est dit, bon, c'est avec ça qu'on va amorcer les Vendredis 16. Mais tu sais que t'es en train de créer un truc. Tu sais que même quand Jay-Z il a pris les rênes de Def Jam, il a arrêté de rapper. Toi, t'es en train de créer ce mec du bureau qui, à tout moment, il peut dégainer un Ouais, couplet, à tout quoi. moment, frère. À tout moment. Non, mais je continue parce que Ok. c'est la passion et que j'ai pas de regrets. Ouais. J'ai pas de regrets parce que j'ai que des leçons et que des belles leçons. Mhm. Mais j'ai un petit pincement parce que je sais que la carrière que je devais avoir, je parle en tant que rappeur, n'est pas celle que j'ai eue. Ok. C'est-à-dire que les gens, quand ils parlent de ma carrière, ils en parlent de manière positive, de manière générale. Ouais. Mais moi, en tant que Bacardi, Mhm. je sais que cette carrière-là, Mhm. elle aurait pu être encore plus belle. Ouais. Mais pourquoi je ne regrette pas? C'est parce qu'en tant qu'homme, je suis devenu quelqu'un d'autre. Ouais. Donc c'est Donc, à ça qu'elle m'a servi. c'est ça. tu Fallait vois. passer par Fallait là. passer par là pour Ouais. que je devienne la personne. Et je pense que ça, c'est le plus important. C'est clair. Tu vois. Et t'es bien, tu te sens bien aujourd'hui. Très, très bien. Très bien. Très, On est très bien, d'accord. tu vois. Donc, j'ai pas de. C'est pour ça que je ne vis avec aucun regret. Ouais. Et tu vois, mon frère, il cartonne. Ouais. Tu vois ce que Ça je veux passe très dire? bien. Oumar, ça cartonne. Mhm. Tu vois. Donc, la satisfaction. Dino, c'est cartonne. Tout ça, Mhm. c'est la famille. Ouais. Tu vois, Dino, c'est le neveu de Patou. Ouais. Dossé, c'est mon petit frère. Mhm. Oumar, c'est notre frère. Mhm. Donc,
Ça se passe bien. Les carrières, elles continuent en C'est vrai, clair. tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a pas de, j'ai aucun regret. Je suis pas dans le truc de, il faut que je fasse mon comeback. Ouais, non. Rien à faire, tu vois. Non, moi, je pense que Tu vois ce que je veux t'es dire? plus à un stade où t'as besoin de t'amuser. Ouais, voilà. Tu fais. Pour le plaisir. Voilà, Et exactement. voilà, si ça marche. C'est en toi, en fait. Voilà. Si ça marche, on va pas Oui, on va pas, tu vois, super. on va pas faire de faux semblants, mais je n'ai aucune, je suis dans aucune, tu vois, aucun élan de, ouais, faut que je stream, quelle stratégie je dois faire. Non. Si je fais de la bonne musique et que tu écoutes, tu me dis, c'est bien, Stéphane, il écoute, il me dit, t'as encore la plume, ou Jackie, Benji, Patou, les gars me disent, c'est chaud, Dossé, il me dit, c'est chaud, je suis content. C'est suffisant, c'est Tu bien. vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec ça. Mais voilà, c'est pas la musique, on sera toujours artiste. Et c'est clair, je suis d'accord. Ouais. On approche de la fin de cet entretien et ici, on ne laisse jamais notre invité partir sans un cadeau. D'accord. Donc j'ai un cadeau pour toi et le concept, c'est que tu dois expliquer aux auditeurs, comme ils ne le voient pas, D'accord. ce qu'est le cadeau. D'accord. Donc je vais te le donner tout de suite. Ok. Voilà. Vous entendez le paquet cadeau. Ouais, c'était l'art de la guerre. Ouais, c'était l'art de la guerre. Donc, En fait, et ouais, donc c'est une j'explique. photo, donc? Ouais, c'est une photo de Calbo et moi Mhm. pendant l'enregistrement de la chanson L'art de la guerre sur la compilation Première classe. Mhm. Et en fait, sur mon premier couplet, on fait un passe-passe à deux et c'est la photo qui illustre. Débile. Ouais. C'est une photo qui illustre ce moment-là, ouais. Une très belle photo. Merci pour le cadeau, en tout cas. Mais de rien, merci à toi, mais merci d'être venu raconter un peu ton parcours ici. Ouais. C'est super important, comme je dis souvent en off. Featuring, c'est un peu un puzzle. Ouais. Donc il nous manquait la partie Pete Bacardi. Et maintenant, là, c'est chose faite. Ouais. Merci à toi Merci. et force pour la suite. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.